Au début du 5e siècle avant notre ère, le monde grec était un archipel politique de cités-États indépendantes, appelées polis, chacune avec ses propres lois, ses monnaies, ses armées et ses divinités protectrices. Bien qu'elles partageassent une langue commune, des traditions religieuses similaires et des fêtes panhelléniques comme les Jeux olympiques, ces cités s'unissaient rarement. Au contraire, elles vivaient dans des rivalités constantes et des guerres internes. Athènes, Sparte, Corinthe, Thèbes, Argos et des dizaines d'autres cités rivalisaient pour l'influence, les routes commerciales, l'accès à des ports stratégiques et le prestige militaire, alors que Sparte était une oligarchie militaire stricte, fondée sur la discipline et l'assujettissement des ilotes. Athènes prospérait avec une démocratie naissante, des débats publics et un rôle naval grandissant qui menaçait l'équilibre politique de la région. C'était une civilisation vibrante, mais marquée par l'instabilité, le régionalisme et l'absence d'un commandement centralisé. Dans ce contexte fragmenté et compétitif, la possibilité d'une invasion étrangère représentait un risque existentiel. Les Grecs savaient combattre entre eux, mais peu étaient préparés à affronter une puissance impériale comme la Perse. La menace venue d'Orient était réelle et croissante. Depuis l'ascension de Cyrus le Grand, au VIe siècle avant notre ère, l'Empire perse s'était étendu rapidement, engloutissant des territoires d'Asie, de Mésopotamie et d'Anatolie. Avec Darius et, plus tard, son fils Xerxès, la domination perse atteignit des dimensions continentales, incorporant des civilisations entières et se consolidant comme le plus vaste empire jamais connu jusque-là. Les cités ioniennes de la côte d'Asie mineure, culturellement grecques mais sous domination perse, vivaient sous de lourds tributs et sous l'autorité de gouverneurs nommés par le roi des rois. Ces communautés, qui maintenaient vivante la flamme de la culture hellénique, devinrent le théâtre de la première étincelle de rébellion, la révolte ionienne. Le soulèvement, soutenu par Athènes et écrasé avec brutalité par les Perses, fut le déclencheur des guerres médiques. Darius, furieux de l'intervention athénienne, jura vengeance et lança la première invasion en l'an 490 avant notre ère. Son objectif était clair: punir Athènes, soumettre les Grecs et incorporer le territoire de l'Hellade à l'Empire achéménide. La victoire improbable des Grecs à Marathon, menée par Miltiade, surprit le monde connu. Avec beaucoup moins de soldats et sans cavalerie, les Athéniens réussirent à repousser les forces perses sur une plaine ouverte, renforçant la fierté hellénique et démontrant que la liberté pouvait triompher du despotisme impérial. Cependant, le triomphe de Marathon n'élimina pas la menace perse. Au contraire, il alimenta le désir de vengeance de Xerxès, qui, des années plus tard, organiserait la plus grande expédition militaire de l'Antiquité, avec des centaines de milliers de soldats et des centaines de navires, jurant d'anéantir la Grèce entière. Cette nouvelle offensive culminerait dans les batailles des Thermopyles, de Salamine et enfin de Platée et de Mycale. Mais avant cela, la peur revint dominer l'Hellade. La peur de perdre l'autonomie, la culture, les dieux et les traditions, au profit d'un empire qui était, aux yeux des Grecs, immense, exotique et barbare, bien qu'avancé sur les plans technologiques et administratifs. Le 5e siècle avant notre ère fut donc une période de tension existentielle pour les Grecs. Ils étaient divisés entre leurs rivalités internes et la nécessité urgente d'une union face à un ennemi commun. C'était un moment où les identités locales devaient céder la place à un sentiment panhellénique, encore embryonnaire, mais vital pour la survie collective. La crainte de l'esclavage perse commençait à surpasser les discordes historiques entre Sparte et Athènes, entre Doriens et Ioniens, entre aristocrates et démocrates. Avec l'approche des troupes de Xerxès, la culture grecque qui fleurissait dans les temples, les théâtres et les agoras allait être mise à l'épreuve non par des débats philosophiques, mais par des lances, des épées et des trières. Le destin de la civilisation occidentale commençait à se jouer sur les champs et sur les mers de l'Égée. Cette atmosphère d'incertitude et de tension culturelle eut également de profonds reflets dans la religiosité, dans l'art et dans la littérature grecque. Les oracles, en particulier celui de Delphes, furent consultés avec une angoisse croissante. Beaucoup de polis cherchèrent des signes auprès des dieux pour savoir s'il fallait résister ou se soumettre. Certaines, comme Thèbes, choisirent de se livrer aux Perses, croyant que la résistance était inutile. D'autres, comme Athènes, firent confiance à la puissance de leur flotte nouvellement constituée grâce à l'argent extrait des mines de l'Orion.
Thémistocle, stratège visionnaire athénien, comprit que la guerre ne serait pas gagnée uniquement sur terre. La domination navale serait décisive. Cette conscience stratégique, combinée à la nécessité vitale de préserver la liberté, serait la graine des victoires finales qui scelleraient la fin des guerres médiques et l'expulsion définitive des Perses du monde grec. La bataille de Mycale ne peut être comprise sans plonger dans ce contexte vaste et dense. Elle fut plus qu'un affrontement militaire. Elle fut le symbole du moment où les Grecs, bien que divisés, choisirent de combattre ensemble pour la survie de leur culture contre un empire qui paraissait invincible. Le 5e siècle avant notre ère marquerait, à partir de ces batailles, le début de l'apogée de la Grèce classique, une ère de théâtre, de philosophie, d'architecture et de science. Mais tout cela ne serait possible que parce que, d'abord, la liberté avait été conquise. La compréhension profonde de la bataille de Mycale exige une plongée dans les fondements de l'empire que les Grecs affrontèrent. L'empire perse, au moment de l'invasion de la Grèce, était l'une des structures politiques les plus vastes, complexes et organisées de l'Antiquité. Né de la direction visionnaire de Cyrus le Grand, au VIe siècle avant notre ère, cet empire s'était étendu de manière fulgurante, unissant des peuples distincts sous une même administration centrale, avec une impressionnante capacité d'assimilation culturelle et de contrôle logistique. Cyrus n'avait pas seulement conquis de vastes régions d'Asie centrale, de Mésopotamie et d'Anatolie, il avait aussi instauré un modèle de tolérance religieuse et de respect des traditions locales, ce qui lui assura le soutien des élites dans les territoires nouvellement soumis. La chute de Babylone face aux forces perses, par exemple, ne se traduisit pas par la destruction, mais par la continuité. Ce modèle de domination intelligent, moins centré sur la force brute et davantage sur l'efficacité administrative, fut essentiel pour que l'Empire s'étendît depuis le fleuve Indus, en Asie, jusqu'à l'Égypte, en Afrique et jusqu'à la Thrace, aux confins de l'Europe. Après la mort de Cyrus au combat, son fils Cambyse prit le trône et conquit l'Égypte, mais ce fut avec Darius Ier que l'Empire atteignit sa structure politique et organisationnelle la plus solide. Darius divisa l'Empire en satrapies, de grandes provinces gouvernées par des satrapes nommés par le roi, créa un réseau de routes pour relier les territoires éloignés, comme la célèbre route royale qui reliait Suse à Sardes, et mit en place un système fiscal robuste et uniforme. Cette infrastructure permit au pouvoir perse de circuler avec une rapidité impressionnante pour l'époque. Dans le même temps, Darius étendit les frontières de l'Empire jusqu'aux rives du Danube et tenta d'envahir les territoires des Scythes, mais son attention se porta bientôt vers l'ouest, où les cités grecques de l'Ionie, sous domination perse, commençaient à montrer des signes de révolte. La révolte ionienne, qui éclata autour de l'an 499 avant notre ère, fut menée par Aristagoras de Milet et reçut un soutien militaire d'Athènes et d'Érétrie. Cette intervention extérieure attisa la colère de Darius, qui en vint à percevoir la Grèce non seulement comme une frontière insoumise, mais comme une menace impériale à éliminer. C'est dans ce contexte que naquit le rêve de vengeance et de domination sur les Grecs. Darius organisa une première invasion en l'an 490 avant notre ère, qui culmina dans la célèbre bataille de Marathon, où les Perses furent vaincus de façon surprenante. Cette défaite ne fut pas seulement un revers militaire, elle devint le symbole que l'Empire perse, malgré sa grandeur, n'était pas invincible. Après la mort de Darius, ce désir de vengeance fut hérité par son fils Xerxès, qui passa des années à préparer une seconde invasion, bien plus grandiose. Contrairement à son père, Xerxès ne voulait pas seulement punir Athènes, il désirait soumettre toute la Grèce et l'intégrer définitivement à son empire. Il rassembla des centaines de milliers de soldats, une marine gigantesque, des ponts flottants, des systèmes d'approvisionnement élaborés et une organisation de guerre digne d'un empire continental. La campagne qui allait mener aux batailles des Thermopyles, de Salamine, de Platée et de Mycale, fut conçue comme la plus vaste opération militaire de l'Antiquité jusqu'alors. Cependant, derrière l'imposante puissance perse, se cachaient aussi des fragilités. L'empire perse était immense, mais également hétérogène. Ses armées étaient composées de contingents issus de dizaines d'ethnies différentes, Mèdes, Scythes, Babyloniens, Égyptiens, Phéniciens, Lydiens, Ioniens et même des Grecs du littoral d'Asie mineure. Cette diversité linguistique et culturelle rendait la cohésion militaire difficile sur le champ de bataille. L'autorité de Xerxès était incontestée.
mais sa compréhension de la mentalité et des motivations grecques était limitée. Il sous-estimait la force des petites spolies et la passion des citoyens libres pour leur autonomie. Pour les Perses, la guerre était une extension du pouvoir royal. Pour les Grecs, elle était une question de survie culturelle. De plus, le relief accidenté de la Grèce favorisait les troupes locales, qui connaissaient chaque sentier, vallée et défilé. La logistique perse, efficace dans les déserts de Perse ou sur les plaines de Mésopotamie, devenait fragile face aux reliefs hostiles et aux îles dispersées de l'Égée. La domination perse sur l'Asie mineure reposait aussi sur une structure de contrôle fondée sur des garnisons militaires et de lourds tributs. Les cités ioniennes, qui parlaient grec et conservaient de fortes traditions helléniques, ne se soumirent jamais de bon gré. Leur loyauté à l'Empire était superficielle et forcée, alimentant des ressentiments qui éclataient dès qu'une occasion concrète de révolte se présentait. C'est pourquoi les victoires grecques à Salamine et à Platée eurent un profond retentissement parmi ces populations soumises. La bataille de Mycale, comme nous le verrons, fut l'étincelle finale qui poussa nombre de ces cités à se soulever à nouveau, encouragées par la puissance de la flotte grecque et par l'effondrement de la confiance dans la protection perse. La chute de la domination perse en Asie mineure fut aussi décisive que l'expulsion des armées de Xerxès de la Grèce continentale. Ainsi, lorsque les Grecs marchèrent vers Mycale, ils n'affrontèrent pas seulement une armée étrangère, mais l'appareil d'un empire millénaire, dont l'ascension s'était faite grâce à l'ingénierie administrative, à des campagnes militaires fulgurantes et à un équilibre délicat entre domination et diplomatie. De Cyrus à Xerxès, l'empire perse avait été une force stabilisatrice dans de nombreuses régions d'Orient. Mais en Grèce, il trouva un adversaire qui ne se rendait pas facilement. Un peuple qui, malgré ses divisions, valorisait son autonomie avec une intensité presque religieuse. Et ce fut cette passion pour la liberté qui fit de la victoire à Mycale non seulement un exploit tactique, mais une affirmation historique de résistance et d'identité collective. Les guerres médiques furent le point d'ébullition entre deux civilisations radicalement différentes. D'un côté, l'empire perse, vaste, multiculturel, centralisé et gouverné par des rois absolus qui se considéraient comme choisis par les dieux. De l'autre, les cités-États grecs, fragmentés politiquement mais unis par des valeurs culturelles communes telles que la liberté, la raison, la citoyenneté et le droit de parler et de penser. Ce choc des mondes ne fut pas seulement une série de batailles, il fut la collision entre des manières distinctes de concevoir le pouvoir, la société et l'existence humaine elle-même. La tension entre Grecs et Perses grandissait depuis la fin du VIe siècle avant notre ère, culminant dans les campagnes militaires qui s'étendraient sur des décennies et qui allèrent façonner le destin de la Méditerranée. Le premier grand conflit eut lieu en l'an 490 avant notre ère, lorsque Darius Ier, roi de Perse, décida de punir Athènes et Érétrie pour leur soutien à la révolte ionienne. L'expédition traversa la mer Égée et débarqua sur la plaine de Marathon, où elle rencontra une armée athénienne dirigée par Miltiade. Contre toute attente, les Grecs l'emportèrent. La bataille de Marathon devint un symbole de résistance. Des soldats citoyens, combattant pour leur liberté et pour leur cité, vainquirent le plus grand empire du monde connu. Cette victoire ne sauva pas seulement Athènes d'une probable destruction, elle éleva aussi le moral des cités grecques, prouvant que les Perses n'étaient pas invincibles. Cependant, elle provoqua également un nouveau désir de vengeance du côté perse. Darius mourut peu après cette défaite, mais son fils Xerxès monta sur le trône déterminé à achever la mission que son père avait laissée incomplète. Pendant des années, Xerxès prépara une nouvelle invasion, cette fois à une échelle sans précédent. Il fit construire des ponts flottants sur l'Hellespont, creuser des canaux pour faciliter l'avance navale et rassembla une armée gigantesque avec des soldats venus de toutes les régions de l'Empire, de l'Inde jusqu'à la Thrace. Les cités grecques, de leur côté, étaient divisées entre soumission et résistance. Certaines, comme Thèbes et la Thessalie, se plièrent au pouvoir perse. D'autres, comme Athènes et Sparte, décidèrent de lutter. La résistance commença en l'an 480 avant notre ère avec la bataille des Thermopyles, où Léonidas, roi de Sparte, et un petit groupe d'alliés résistèrent héroïquement aux forces de Xerxès pendant 3 jours. Bien qu'ils fussent vaincus, leur sacrifice inspira toute la Grèce. Pendant ce temps, Athènes était évacuée et incendiée par les Perses, mais la victoire morale avait déjà été semée.
La réponse la plus décisive vint de la mer. Thémistocle, le stratège athénien qui avait convaincu ses concitoyens d'investir dans la construction d'une grande flotte grâce aux revenus de l'argent des mines de l'Orion, élabora un plan audacieux. Il fit reculer la flotte grecque dans le détroit de Salamine, où la supériorité numérique perse serait neutralisée par des eaux étroites et traîtresses. Là, en septembre de l'an 480 avant notre ère, eut lieu la bataille de Salamine, l'un des affrontements navals les plus importants de l'histoire. Les trières grecques, plus légères et plus maniables, coulèrent des dizaines de navires perses, semant le chaos parmi les marins ennemis. Xerxès, qui observait la bataille depuis un trône improvisé au bord du détroit, vit sa grandiose flotte anéantie sous ses yeux. Ce coup ne réduisit pas seulement la capacité navale perse, il obligea aussi le roi lui-même à retourner en Asie, laissant à un général de confiance, Mardonios, le soin de poursuivre la campagne sur terre. L'année suivante, en l'an 479 avant notre ère, marqua le point culminant de cette guerre. Les Grecs, unis dans une alliance militaire réunissant Spartiates, Athéniens, Corinthiens et d'autres petites cités, affrontèrent les restes de l'armée perse à la bataille de Platée, sous le commandement de Pausanias, régent de Sparte. La victoire terrestre, combinée à la destruction finale de la flotte perse et des camps fortifiés en Asie mineure, marqua la fin de la présence militaire perse en Grèce et la naissance d'une nouvelle ère pour le monde hellénique. La bataille de Mycale, survenue le même jour que Platée, fut la dernière pièce de ce jeu géopolitique. Avec elle, les Grecs n'expulsaient pas seulement les Perses de leurs terres, ils libéraient aussi les cités ioniennes et revendiquaient pour eux-mêmes la maîtrise de la mer Égée. Ces guerres redéfinirent l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée. La liberté des cités grecques fut garantie au prix de sacrifices immenses et de batailles mémorables, mais l'héritage des guerres médiques allait bien au-delà de la victoire militaire. Elles solidifièrent une identité panhellénique, démontrèrent la puissance de la citoyenneté armée et ouvrirent la voie à l'épanouissement de la démocratie, de la philosophie, des arts et de la science. Le siècle d'or d'Athènes, qui suivit, ne fut possible que parce que les Grecs s'étaient unis, même temporairement, pour protéger ce qu'ils valorisèrent le plus, leur liberté. La bataille finale, à Mycale, représentait non seulement la fin du conflit, mais la consécration d'un temps nouveau. Un temps où la culture grecque non seulement survivrait, mais s'épanouirait et se répandrait pendant des siècles, jusqu'à nos jours. La bataille de Platée, livrée en l'an 479 avant notre ère, fut le moment culminant de la résistance terrestre grecque contre l'invasion perse. Aux côtés de la bataille de Mycale, survenue le même jour, elle scella de manière définitive la fin de l'offensive de Xerxès et de sa tentative de soumettre le monde hellénique. Platée ne fut pas seulement une victoire militaire, elle constitua un tournant dans l'histoire de la civilisation occidentale, une victoire morale, culturelle et politique. Après elle, les Perses ne tenteraient plus jamais d'envahir la Grèce et le prestige des cités grecques atteindrait un nouveau sommet. Pour comprendre Mycale, il est essentiel d'examiner la chronologie et les détails de la campagne qui conduisirent les Grecs à triompher aussi sur terre. Après la défaite perse à Salamine, Xerxès se retira en Asie, craignant que sa ligne de ravitaillement ne fût coupée. Il laissa derrière lui un contingent nombreux sous le commandement du général Mardonios, dont la mission était de conquérir la Grèce par des moyens plus graduels. Mardonios regroupa ses troupes, chercha des alliances avec certaines cités grecques et tenta de diviser l'alliance hellénique en offrant des promesses d'autonomie et de richesse. Quelques cités du nord, comme Thèbes, s'alignèrent avec les Perses. Mais la majorité des polis, en particulier Sparte, Athènes, Corinthe et Platée, resta ferme dans la résistance. Lorsque Mardonios occupa Athènes pour la seconde fois, incendiant ce qui restait déjà d'une ville dévastée, les Grecs comprirent qu'ils ne pouvaient plus se contenter d'une guerre défensive. Il était temps d'affronter l'ennemi directement et de l'expulser définitivement du continent. L'armée grecque qui marcha vers Platée était composée de troupes venues de diverses cités, mais dirigée par les Spartiates sous le commandement de Pausanias, le régent spartiate qui agissait au nom du jeune roi Plistarque. Pausanias était expérimenté, stratégique et déterminé. Du côté perse, Mardonios comptait sur sa supériorité numérique et sur sa cavalerie, une force redoutée et puissante. La bataille s'étendit sur plusieurs semaines, avec des escarmouches, des manœuvres tactiques et des changements de position. Mardonios tenta d'affaiblir le moral grec en coupant leur accès à l'eau et aux provisions,
pensant que les alliés se disperseraient. Cependant, cette stratégie se transforma en erreur fatale. Lorsque les Grecs décidèrent de se repositionner pour éviter l'encerclement, les Perses interprétèrent ce mouvement comme une retraite et attaquèrent, confiants d'obtenir une victoire facile. Mais les Grecs étaient prêts. Le noyau de leur armée était constitué d'hoplites, soldats d'infanterie lourde protégés par des cuirasses de bronze, de grands boucliers et de longues lances. Ils combattaient côte à côte en formation serrée, ce qui leur donnait une résistance et une puissance de choc impressionnantes. Lorsque la cavalerie perse perdit de son efficacité sur un terrain accidenté et que les troupes ennemies approchèrent, les hoplites écrasèrent les lignes perses. Le combat fut sanglant, au corps à corps, avec des lances brisées, des boucliers fendus et le destin de 2 civilisations en jeu. Mardonios fut tué dans la bataille, et ses soldats, privés de commandement central, tombèrent dans le désordre. Les Grecs les poursuivirent, détruisant les camps, pillant les provisions et éliminant les derniers foyers de résistance. La victoire fut totale. L'ampleur de la victoire de Platée ne peut être sous-estimée. Les Grecs capturèrent de grandes quantités d'or, d'argent, d'armes et d'étendards royaux. Les Perses furent échassés du sol continental et la menace d'une domination étrangère fut anéantie. Mais au-delà de cela, Platée représenta l'affirmation d'un nouveau paradigme politique et culturel. Un petit nombre de cités libres, bien que modestes et divisées, avaient vaincu la plus grande puissance militaire du monde. Cet exploit transforma l'image que les Grecs avaient d'eux-mêmes et inspira le récit historique qui fut plus tard consigné par Hérodote, considéré comme le père de l'histoire. Pour les Grecs, Platée symbolisait la victoire de la liberté sur la tyrannie, du courage sur l'oppression, de la raison sur la soumission. Cet état d'esprit constitua le terreau fertile sur lequel allait fleurir la démocratie athénienne, la tragédie grecque, la philosophie socratique et tout l'héritage qui influencerait le monde pendant des millénaires. Il est important de souligner que la victoire de Platée ne fut pas un événement isolé, mais une partie d'une synchronie impressionnante. Le même jour, selon la tradition grecque, se déroulait la bataille de Mycale, de l'autre côté de la mer Égée. Tandis que les Grecs triomphaient sur terre, leurs forces navales avançaient sur la côte de l'Asie mineure pour détruire le dernier bastion perse de la région et libérer les cités ioniennes. Cette coïncidence, 2 victoires le même jour en des lieux éloignés, fut interprétée comme un signe divin d'approbation et de destin. En une seule fois, les Grecs remportèrent la mer et la terre, mettant un terme définitif aux guerres médiques. Les cendres laissées à Athènes allaient donner naissance à une nouvelle ère, et la confiance acquise à Platée et à Mycale allait servir de base à l'hégémonie politique, culturelle et militaire d'Athènes dans les décennies suivantes. La bataille de Platée ne fut donc pas seulement le dernier chapitre de la résistance hellénique sur le continent européen, mais aussi le prélude d'une nouvelle étape historique. Après elle, les Grecs ne furent plus perçus comme des peuples fragiles et instables, mais reconnus comme capables de défier et de vaincre des empires. La police devint le centre du monde méditerranéen, et les idéaux de liberté, de citoyenneté et de raison, forgés dans les combats contre la Perse, commencèrent à se diffuser avec une force renouvelée. Ce qui avait commencé comme une défense désespérée pour la survie se transforma en un mouvement qui allait façonner les fondements de la culture occidentale. Et la victoire de Mycale, que nous aborderons bientôt en détail, fut le reflet naval de cette gloire terrestre. Un coup final, porté à un empire qui, bien que puissant, ne comprenait pas l'âme indomptable des citoyens libres de l'Hellade. La présence spartiate à la tête d'une expédition navale constituait en elle-même un fait inhabituel et digne de remarque dans l'histoire militaire de la Grèce antique. Sparte, célèbre pour sa supériorité dans les batailles terrestres et pour sa société rigoureusement militariste, méprisait traditionnellement la guerre navale et laissait ce type d'opération à des cités plus tournées vers la mer, comme Athènes, Égine et Corinthe. Sa force avait toujours résidé dans les lances des hoplites, dans le silence discipliné des phalanges et dans l'entraînement inlassable de ses citoyens soldats depuis l'enfance. Pourtant, face à la menace représentée par la permanence des Perses en Asie mineure et à la nécessité de consolider les victoires récentes de Platée, les Spartiates prirent une décision stratégique surprenante, envoyèrent une flotte dirigée par Léotychidas, roi de la lignée eurypontide, pour mener l'offensive navale contre les Perses retranchés à Mycale. Léotychidas n'était pas un commandant naval né, ni un stratège ayant accompli de grands exploits auparavant.
Sa nomination, cependant, avait un fort poids symbolique et diplomatique. En tant que roi de Sparte, sa présence à la tête de la flotte symbolisait l'implication directe de la puissance terrestre dans une campagne maritime, ce qui contribuait à solidifier la coalition grecque et à légitimer l'opération parmi les diverses cités participantes. De plus, la présence d'un Spartiate au commandement empêchait Athènes, déjà en pleine ascension après sa prouesse à Salamine, de monopoliser le prestige des actions militaires. C'était une manœuvre politique destinée à équilibrer les forces au sein de l'alliance hellénique. Sparte voulait montrer que même si elle n'était pas une puissance navale, elle participait également à la libération des cités ioniennes et à la fin définitive de la présence perse en mer Égée. La flotte menée par Léotychidas rassembla plus de 100 trières, issus de plusieurs cités grecques. Parmi elles se distingua la participation d'Athènes, dont la marine était déjà la plus puissante de Grèce et dont le commandant, Xanthippe, père du futur homme d'État Périclès, joua un rôle crucial dans la campagne. La coopération entre Spartiates et Athéniens, si difficile à maintenir en d'autres circonstances à cause de leurs différences politiques et culturelles, fonctionna ici avec une harmonie relative, grâce à la clarté de l'objectif commun, détruire la flotte perse qui s'était repliée à Mycale et offrir aux cités ioniennes une véritable chance de liberté. Les Grecs savaient parfaitement que tant que les Perses conserveraient leur contrôle naval et leurs bases fortifiées sur les côtes, la guerre ne serait jamais réellement terminée. La mission confiée à Léotychidas n'était pas simple. La flotte perse, commandée par Tigrane et Artantès, s'était retirée sur la côte de l'Asie mineure après la défaite de Salamine. Sentant leur vulnérabilité, les commandants perses avaient tiré leurs navires hors de la mer et fortifié un camp terrestre près du cap Mycale, se protégeant derrière des palissades, des murailles improvisées et des renforts venus de l'intérieur. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas vaincre les Grecs dans un combat naval, mais comptaient encore sur leur supériorité numérique et sur la sécurité de leurs positions fortifiées. C'était une stratégie défensive, de retenue, mais les Grecs n'étaient pas disposés à clore la guerre avec leurs ennemis retranchés sur le sol ionien. Ils cherchaient l'élimination complète de la menace perse, et Léotychidas, malgré son inexpérience maritime, comprenait l'urgence de la situation. Il est intéressant d'observer comment la direction spartiate sut s'adapter au contexte naval. Contrairement à un commandant de trière typique, Léotychidas n'était pas un homme de manœuvre maritime raffiné. Son commandement se concentrait davantage sur le moral des troupes, sur l'inspiration apportée par sa présence royale et sur le symbole d'unité hellénique que sur des stratégies précises de combat naval. En apercevant les camps perses sur les collines de Mycale, ce fut lui qui prononça l'un des discours les plus célèbres de la campagne. Un appel à la liberté, à la mémoire des cités ioniennes opprimées et à l'honneur de ceux qui étaient tombés à Marathon, aux Thermopyles et à Platée. Selon Hérodote, ce fut aussi Léotychidas qui insista pour consulter les dieux et les oracles avant l'attaque, cherchant une légitimité divine pour l'offensive, chose profondément respectée par la mentalité grecque. La décision d'attaquer le camp perse, même sur le sol ennemi, reflétait la nouvelle posture des Grecs après le tournant des guerres médiques. Ils n'étaient plus seulement en défense, ils portaient désormais la guerre en territoire occupé, libéraient des peuples frères et détruisaient les structures de pouvoir qui soutenaient la domination perse. Léotychidas, bien qu'issu d'une culture militaire centrée sur la terre, assuma le rôle de symbole de cette nouvelle ère, une époque où les Grecs passèrent de la résistance à l'offensive, de la passivité à l'initiative. Et ce fut sous son commandement que commença la marche vers l'une des batailles les plus décisives de toute la guerre, où les lances grecques allaient affronter les murailles perses sur le sol ionien, et où la mer Égée allait commencer à changer de maître. Cette présence spartiate à la tête d'une expédition maritime ne se répéterait pas souvent dans l'histoire ultérieure. Sparte reviendrait à se concentrer sur son hégémonie terrestre et sur ses conflits avec Athènes pendant la guerre du Péloponnèse. Mais à Mycale, pour un bref et décisif moment, elle se trouva à la tête d'une flotte, non par vocation navale, mais par nécessité historique. Léotychidas incarna cette exception, guidant les Grecs vers une victoire qui non seulement libéra des cités sœurs, mais scella aussi la fin de la domination perse dans la région. Et ce faisant, même sans être navigateur, il entra dans l'histoire comme le roi qui commanda la marine spartiate lors de l'instant final de la plus grande guerre de son temps. Alors que Sparte surprenait en assumant un commandement naval inhabituel,
Athènes réaffirmait son rôle grandissant comme grande puissance maritime de la Grèce. Après la victoire décisive de Salamine, la marine athénienne se consolida comme le véritable bouclier du monde hellénique, et son influence devenait de plus en plus évidente dans les décisions stratégiques de l'alliance grecque. Au centre de ce processus se trouvait Xanthippe, un aristocrate athénien issu d'une lignée illustre, stratège habile et père de l'un des plus grands hommes d'État de l'histoire antique, Périclès. La présence de Xanthippe dans la campagne de Mycale ne fut pas seulement importante d'un point de vue tactique, elle symbolisait l'ascension définitive d'Athènes au rang de puissance militaire et politique du monde grec. Tandis que Léotychidas représentait la tradition et l'honneur spartiate, Xanthippe incarnait l'intelligence navale, le pragmatisme démocratique et l'audace stratégique d'une cité qui bientôt dominerait la mer Égée. Xanthippe s'était déjà distingué avant Mycale. Lors de la bataille de Salamine, il fut l'un des plus ardents défenseurs de la stratégie de Thémistocle, qui consistait à attirer la flotte perse dans les détroits où l'avantage numérique ennemi serait neutralisé. Cette vision stratégique, combinée à l'entraînement rigoureux des rameurs athéniens et au design efficace des trières, assura à Athènes l'une des plus grandes victoires navales de l'Antiquité. Après Salamine, Xanthippe s'imposa comme une figure publique et militaire, choisi pour diriger la poursuite de la guerre navale jusqu'à la libération complète des cités grecques d'Asie mineure. Son autorité n'était pas seulement technique, elle venait aussi du soutien populaire d'une cité de plus en plus fière de sa démocratie et de la nouvelle élite navale qui remplaçait l'ancienne aristocratie terrienne. En s'intégrant à la flotte commandée formellement par Léotychidas, Xanthippe représentait le véritable moteur de la campagne. C'était lui qui comprenait les détails de la guerre navale, les limites et les capacités des trières, les marées et les vents de la région, les possibilités de débarquement et les risques logistiques d'une opération côtière contre un ennemi retranché. Selon Hérodote, son rôle fut essentiel pour garantir que la marine grecque n'alla pas seulement poursuivre les Perses, mais osa les attaquer sur la terre ferme, rompant ainsi avec les schémas traditionnels de la guerre navale. C'était une posture agressive, ambitieuse et décisive, exactement l'esprit qui allait définir Athènes dans les décennies suivantes. Xanthippe coordonna les manœuvres d'approche, supervisa les débarquements et participa directement à la planification de l'attaque terrestre contre le camp perse de Mycale. La présence de Xanthippe à la tête des trières athéniennes renforçait aussi la position d'Athènes comme libératrice des Ioniens, ces Grecs d'Asie mineure, qui avaient vécu pendant des décennies sous la domination perse. Les Athéniens considéraient les Ioniens comme des frères culturels et linguistiques, malgré la distance géographique. La libération de ces cités n'était donc pas seulement une victoire militaire, c'était une mission civilisatrice. Et sous le commandement de Xanthippe, cette mission prit les contours d'une croisade idéologique, expulser les Perses et rendre aux cités ioniennes leur autonomie, leur identité et leur dignité. Cette attitude fut la graine de ce qui deviendrait plus tard la Ligue de Délos, une alliance navale dirigée par Athènes avec le prétexte de protéger les Grecs contre de futures attaques perses, mais qui, dans les faits, donnerait naissance à l'empire maritime athénien. Un autre aspect essentiel de la direction de Xanthippe fut sa capacité de coopération. Malgré les tensions constantes entre Sparte et Athènes, il sut agir avec diplomatie et efficacité aux côtés de Léotychidas. Il ne chercha pas à obtenir un rôle excessif, ni à provoquer de conflits politiques au cours de la campagne. Au contraire, il se concentra sur l'efficacité de l'opération et sur la victoire commune. Cette attitude pragmatique fut fondamentale pour assurer la cohésion de la flotte grecque, qui avait besoin d'unité face à un ennemi encore redoutable, même en retraite. De plus, en dirigeant personnellement les troupes athéniennes lors de l'attaque terrestre, Xanthippe montra courage, engagement et respect envers ses hommes, gagnant ainsi davantage de prestige parmi ses alliés et ses subordonnés. Xanthippe est aussi rappelé comme le père de Périclès, le grand dirigeant qui mènerait Athènes à son apogée culturel et politique dans les décennies suivantes. Et il est tentant d'imaginer que le jeune Périclès, encore adolescent au moment de la bataille de Mycale, entendit de son père les récits de la campagne, des décisions difficiles, de l'audace des Athéniens et de la lâcheté des Perses retranchés. Peut-être ces récits forgèrent-ils sa vision du monde et sa conviction dans la puissance de la marine, de la démocratie et de l'hégémonie athénienne. En de nombreux sens, Mycale fut le commencement symbolique du siècle de Périclès. C'est là, sur cette plage d'Asie mineure,
qu'Athènes cessa d'être seulement une cité résiliente pour devenir une puissance, capable de diriger, d'inspirer et de conquérir. Ainsi, le rôle de Xanthippe dans la campagne de Mykale transcende les limites de la tactique et entre dans le domaine de la transformation historique. Il ne fut pas seulement un commandant militaire, il fut l'architecte d'une nouvelle Athènes, fondée sur la puissance navale, sur l'idéal de liberté panhellénique et sur la projection politique par la guerre et la diplomatie. Sous sa direction, les Athéniens montrèrent qu'ils étaient prêts à guider le monde grec, non seulement contre les Perses, mais aussi vers une ère où la marine deviendrait l'épine dorsale d'un empire culturel, commercial et artistique qui marquerait à jamais la civilisation occidentale. L'effondrement de la marine perse lors de la bataille de Salamine, en l'an 480 avant notre ère, fut bien plus qu'un simple revers naval. Ce fut le début d'un repli stratégique qui s'étendrait jusqu'à l'expulsion complète des Perses de Grèce et d'Asie mineure. Xerxès, voyant sa confiance ébranlée et craignant l'interruption de ses lignes de ravitaillement par la mer, regagna le cœur de l'Empire en emportant avec lui la majeure partie de son armée. En son absence, il délégua la poursuite de la guerre à ses généraux, convaincu que la puissance terrestre perse suffirait encore à soumettre les Grecs. Pourtant, après des défaites successives sur terre et sur mer, l'espoir de victoire perse s'amenuisait. Il ne restait aux généraux qu'une dernière manœuvre défensive, regrouper les forces navales rescapées et les contingents terrestres sur la côte d'Asie mineure, fortifier leur position et tenter d'empêcher les Grecs de porter la guerre en territoire ionien. C'est dans ce contexte que le cap Mykale, en région ionienne, devint le refuge stratégique de la flotte perse et des troupes ayant survécu au désastre naval de Salamine. Les commandants perses, Artentès, Tigrane et Mardonès, regroupèrent les navires endommagés et les soldats disponibles dans les environs de Samos, puis décidèrent de retirer les embarcations de la mer, d'en ensabler une partie et de construire un grand camp retranché à l'intérieur des terres. Cette mesure inhabituelle, transformer une flotte navale en force terrestre retranchée, révélait l'ampleur de la crainte perse face à la nouvelle puissance maritime grecque, surtout face à la flotte athénienne. Les Perses savaient qu'ils n'avaient aucune chance en mer ouverte et que le moral de leurs équipages était trop ébranlé pour soutenir une nouvelle bataille navale. Ils misèrent alors sur la protection du terrain et sur des structures défensives comme ultime rempart contre l'avancée hellénique. Le choix de Mykale pour cette manœuvre n'était pas accidentel. La péninsule était difficile d'accès, entourée de collines et proche de l'ancienne cité de Priene. Le terrain permettait une bonne visibilité sur la côte, un contrôle des routes terrestres et une facilité pour ériger des fortifications. De plus, elle se situait dans une région à forte tradition ionienne, ce qui, du point de vue perse, pouvait offrir un soutien local ou au moins une neutralité relative. Les généraux ordonnèrent la construction de palissades de bois et de fossés défensifs, utilisant même les rames et les mâts d'étrières pour renforcer les structures. Ils étaient prêts à résister, non à attaquer. C'était un repositionnement défensif, mais aussi un aveu de faiblesse. L'armée qui avait autrefois franchi l'Hellespont, sur des ponts flottants, sûre de son invincibilité, se réfugiait désormais derrière des remparts improvisés, craignant l'avancée d'une flotte qu'il aurait été inimaginable d'affronter quelques décennies plus tôt. La fortification de Mykale représentait également une tentative de préserver l'autorité perse sur l'Ionie. Les cités grecques d'Asie mineure, sous domination impériale depuis près d'un demi-siècle, observaient attentivement les développements de la guerre. Avec l'approche des forces athéniennes et spartiates, l'espoir de libération grandissait parmi elles. Pour le commandement perse, Mykale n'était donc pas seulement un bastion militaire, mais aussi un symbole politique. Maintenir cette position, c'était montrer aux Ioniens que l'Empire restait présent, fort et capable de protéger ou de punir. C'était une forteresse davantage psychologique que stratégique, et pour cette raison, sa chute aurait des répercussions considérables dans toute la région. Cependant, la décision perse de s'enfermer à Mykale comportait de sérieuses limites. Premièrement, elle privait les Perses de l'initiative stratégique. Ils renonçaient au mouvement, à la manœuvre, au contrôle des mers. Deuxièmement, elle créait une concentration statique de ressources et de troupes qui, une fois encerclées, deviendrait une proie facile pour un ennemi déterminé. Troisièmement, elle affaiblissait encore davantage le moral des soldats, désormais isolés
et conscients de l'imminence de l'assaut. Beaucoup n'étaient pas des troupes d'élite. Il s'agissait de contingents recrutés dans des régions périphériques de l'Empire, sans attache culturelle avec l'Ionie et sans motivation personnelle pour combattre pour ce territoire. La discipline et la cohésion interne se dégradaient chaque jour, tandis que des rumeurs de désertion parmi les alliés ioniens circulaient dans le camp. L'arrivée de la flotte grecque, sous le commandement de Léotychidas et de Xantippe, aggrava encore la situation. Les Perses se trouvaient pris au piège entre la mer et les collines, avec peu de voies de fuite et aucun plan de contre-attaque. Les Grecs, en revanche, arrivaient portés par une série de victoires et apportaient avec eux non seulement des armes, mais aussi une confiance inébranlable. Ils savaient qu'ils se trouvaient face à la dernière barrière. Le combat qui approchait n'était pas une bataille de plus, c'était la conclusion d'un cycle, la fin de la résistance perse en mer Égée et la naissance d'une nouvelle configuration du pouvoir. Les murailles improvisées de Mycale, au lieu d'être une forteresse, allaient devenir le symbole d'une fragilité, celle d'un empire incapable de comprendre la force de la liberté hellénique. La fortification de Mycale fut donc le reflet d'un empire en recul, cherchant à préserver des territoires périphériques tout en perdant le contrôle du cœur de la guerre. Les généraux perses, jadis orgueilleux, se cachaient désormais. Les trières, autrefois symboles de la domination navale orientale, gisaient ensablés comme des squelettes d'une gloire passée. La fumée des forges et des cuisines militaires s'élevait dans la tension du camp, tandis que les sentinelles scrutaient l'horizon en sachant une chose: les Grecs viendraient, et ils viendraient pour vaincre. Le choix du lieu où se déroula la bataille de Mycale ne fut pas arbitraire. Le cap Mycale, situé sur la côte occidentale de l'Asie mineure, possédait des caractéristiques géographiques spécifiques qui allaient influencer directement le déroulement de l'affrontement. Pour les Perses, qui cherchaient une position défensive après leurs défaites successives à Salamine et à Platée, le terrain montagneux et accidenté de la péninsule semblait être un refuge naturel. Entouré de reliefs rocheux, de forêts denses et de sentiers étroits, la région offrait des conditions idéales pour l'édification d'un camp fortifié, isolé par la nature et protégé par des obstacles naturels. Sa localisation côtière, proche de l'ancienne cité de Priene et tournée vers la mer Égée, permettait un ravitaillement maritime aisé, du moins tant que les Perses conservaient le contrôle de la flotte et assuraient la communication avec d'autres garnisons perses en Ionie. En théorie, c'était un emplacement parfait pour maintenir une position défensive prolongée contre toute tentative d'invasion. Les montagnes entourant le cap créaient un microclimat particulier, avec des vents intenses canalisés par les pentes, des changements brusques de température et une végétation épaisse limitant la visibilité. Ces formations géographiques compliquaient les mouvements d'armées nombreuses et favorisaient les combats dans des espaces restreints, un facteur en général avantageux pour des forces en position défensive, surtout si elles disposaient de palissades, de fossés et de barricades improvisées. C'est exactement ce que firent les Perses. Ils érigèrent un vaste camp entre les reliefs naturels, renforçant leur position par des clôtures de bois, des tours de guet et des tranchées creusées entre les arbres et les rochers. Ils utilisèrent même les mâts et les planches de leurs trières échouées pour construire des passerelles et des plateformes de surveillance, transformant leur camp en un véritable réduit entouré d'obstacles physiques et psychologiques. Le terrain côtier présentait aussi des défis logistiques importants. La proximité avec la mer impliquait un risque constant d'encerclement par des navires ennemis, surtout si la flotte adverse parvenait à bloquer les routes de ravitaillement et à couper la communication avec les alliés. De plus, les dénivelés du relief rendaient difficile l'usage efficace de la cavalerie, l'un des principaux atouts perses, et annulaient les formations de grande ampleur que l'Empire employait d'ordinaire dans des plaines ouvertes comme à Marathon. Au lieu de champs propices aux manœuvres, Mycale offrait des passages étroits, où les formations grecques d'hoplites, soudées et disciplinées, disposaient d'un avantage évident dans les combats rapprochés et frontaux. Ce changement d'environnement neutralisait une part significative de la supériorité perse en effectifs et en mobilité, égalisant les conditions en faveur des Grecs. Pour les assaillants helléniques, le défi était de conquérir une position fortifiée sur un terrain hostile. Mais ils surent transformer cet environnement en allié. Les commandants grecs étudièrent les défilés, les sentiers cachés entre les collines et les chemins parallèles qui permettraient des manœuvres de flanc rapides ou des encerclements inattendus. Les Athéniens, forts d'une grande expérience dans les sièges et les assauts côtiers acquis lors des campagnes précédentes,
collaborèrent avec les Spartiates et les autres alliés pour organiser un débarquement coordonné et discret. Ils choisirent des plages isolées, débarquèrent à l'aube et avancèrent sur les pentes de façon fragmentée mais organisée. Ils profitèrent de la végétation dense pour approcher du camp sans être repérés à l'avance. La connaissance du terrain, renforcée par des informations fournies par des déserteurs ioniens ou par des habitants locaux, fut essentielle pour réduire les risques et accroître les chances de succès. Qu'un autre élément important de la géographie de Mycale était la charge symbolique du lieu. À quelques kilomètres seulement, de l'autre côté des collines, se trouvaient des cités ioniennes comme Éphèse, Prienne et Milet, des cités fondées par des Grecs, mais soumises à la domination perse depuis des générations. La libération de ce territoire n'était pas uniquement une question militaire, mais aussi spirituelle. Combattre là sur un sol grec sous joug étranger donnait aux soldats hellènes un sentiment de devoir historique et culturel. Chaque pierre, chaque arbre, chaque ruisseau de ce terrain portait le poids de la mémoire ancestrale. Remporter la victoire à Mycale, ce n'était pas seulement vaincre les Perses, c'était restaurer une part essentielle de l'identité hellénique, et cela galvanisait les troupes d'un zèle presque religieux. Enfin, la géographie de Mycale contribua au dénouement de la bataille d'une façon que les Perses n'avaient pas anticipée. Lorsque l'affrontement s'intensifia, les murailles de bois et les barrières improvisées devinrent des pièges mortels. Le terrain escarpé et l'absence de voies de retraite transformèrent le camp en prison pour les défenseurs. Les Grecs, attaquant de toutes parts, utilisèrent l'élévation du relief pour lancer des projectiles, escalader les fortifications et saper le moral ennemi. Des incendies se propagèrent dans les structures de bois, les sentiers furent coupés et les vents de la montagne répandirent fumée et panique parmi les soldats perses. Ce qui avait été choisi comme une forteresse devint un chaudron sans issue. La nature, que les Perses espéraient utiliser comme allié, se retourna contre eux au point culminant de la bataille. Ainsi, le terrain de Mycale, bien qu'au départ favorable aux Perses, finit par avantager l'offensive grecque grâce au courage, à la stratégie et à la connaissance du relief par les commandants helléniques. La topographie montagneuse, la proximité de la mer, la végétation dense et la présence d'anciennes routes commerciales devinrent des éléments déterminants de l'échiquier militaire. Mycale ne fut pas remportée seulement par les lances et les boucliers. Elle le fut par la géographie, la mémoire et l'intelligence. Le champ de bataille était aussi un espace symbolique, où l'environnement reflétait les forces en présence, l'empire en déclin, retranché derrière des murailles fragiles, et la liberté en essor, franchissant les sentiers de la résistance. Après des semaines d'avancées tactiques et de surveillance constante des mouvements perses à Mycale, la flotte grecque atteignait enfin le seuil de l'action décisive. Les navires avaient jeté l'ancre en sécurité sur des plages voisines du camp perse, et les soldats se reposaient, les yeux fixés sur les collines et les tours de guet ennemis. Ils savaient que, derrière ces palissades de bois et ces mâts de trières démontés, se trouvait le dernier bastion perse de la guerre, la dernière force restante de l'empire de Xerxès en territoire ionien. Les troupes étaient impatientes, mais prudentes. La victoire semblait possible, mais le risque était immense. Prendre d'assaut un camp fortifié était toujours une entreprise sanglante et imprévisible. Ce fut dans ce moment de tension et d'attente que le roi spartiate Léotychidas, commandant nominal de l'expédition, prit la parole. Le discours de Léotychidas, conservé en partie par Hérodote, ne fut pas seulement un appel aux armes, ce fut un appel au cœur de tous les Grecs rassemblés sous son commandement. Devant la flotte ancrée et les généraux alliés, Léotychidas brandit l'étendard sacré d'Apollon et prononça des paroles destinées à devenir légendaires. Il déclara qu'ils étaient là non seulement pour combattre des soldats perses, mais pour libérer leurs frères ioniens, pour rétablir l'équilibre du monde hellénique et pour prouver à l'Empire que la liberté ne se pliait jamais à l'oppression. Il demanda à chaque homme de penser à sa cité, à ses ancêtres, à ses dieux, et de combattre avec la rage de celui qui refuse de tout perdre. Il savait qu'il ne s'adressait pas seulement à des soldats, il s'adressait à des citoyens. Chaque hoplite portait sur son bouclier sa propre polie, son foyer lui-même, et chacun comprenait que ce combat n'était pas une bataille de plus. C'était l'achèvement d'un cycle qui avait commencé avec la révolte ionienne et culminé à Salamine et à Platée. Mais le moment le plus marquant de ce prélude ne vint pas des mots mais des cieux, ou du moins ainsi le crurent les Grecs. Tandis que Léotychidas parlait,
Des messagers débarqués de navires venus du continent arrivèrent au camp grec avec une nouvelle qui changea l'atmosphère parmi les troupes. Les Alliés avaient remporté la bataille de Platée. Mardonios était mort et les Perses avaient été expulsés de Grèce. La nouvelle se répandit comme une flamme parmi les soldats. C'était comme si les dieux eux-mêmes avaient envoyé un signe d'approbation. Platée et Mycale, 2 victoires, sur terre et sur mer, le même jour. Si les récits sont exacts, cette coïncidence historique insuffla aux troupes grecques un élan mystique. Elles crurent qu'elles étaient protégées, bénies, guidées par une cause juste et par un destin inévitable. Le moral porté à son apogée, les commandants grecs organisèrent l'avancée. Léotychidas conserva le rôle moral de l'opération, tandis que Xanthippe et les stratèges athéniens coordonnaient les détails tactiques de la marche vers le camp perse. La stratégie était claire: attaquer avec toute leur force, employer la formation en phalange pour percer les défenses, neutraliser les archers ennemis et, si possible, incendier le camp afin de détruire à la fois la forteresse et le moral perse. Le plan exigeait courage et précision. Les Perses se tenaient près derrière leurs murailles, mais ils étaient isolés et acculés. Ils n'avaient plus de flotte, plus d'espoir de renfort, et désormais, ils savaient que les secours du continent ne viendraient jamais. Le discours de Léotychidas et l'annonce de la victoire à Platée unirent complètement le corps expéditionnaire grec. Des cités qui, en temps de paix, coopéraient rarement. Sparte, Athènes, Corinthe, Sicyone et Gine marchaient désormais côte à côte. Des hommes qui s'étaient affrontés lors de guerres intestines formaient à présent une seule ligne, épaule contre épaule, en direction de l'ennemi commun. La symbolique de ce moment était puissante. Le monde grec, si fragmenté, devenait un seul corps, et ce corps avançait vers Mycale, non seulement pour détruire ce qui restait de la présence perse, mais pour sceller la fin de la guerre dans son ensemble. L'impact émotionnel de la coïncidence entre Platée et Mycale ne peut être sous-estimé. Pour les Grecs de l'Antiquité, le temps n'était pas seulement chronologique, il était symbolique, lié aux dieux, au destin et à la morale collective. Triompher le même jour, en 2 lieux différents du monde grec, constituait une preuve indiscutable qu'il se trouvait du bon côté de l'histoire. Ce sentiment de mission divine imprégna chaque pas de l'armée jusqu'aux murailles perses. Ce n'étaient pas seulement des soldats qui marchaient, c'était une civilisation entière, décidée à affirmer que la liberté, l'autonomie et l'identité grecque ne seraient plus jamais menacées par des rois étrangers. Ainsi, nourris par les paroles de Léotychidas et galvanisés par le souffle de la victoire à Platée, les Grecs prirent la décision finale. Il n'y aurait plus d'attente, il n'y aurait plus de diplomatie. L'assaut contre Mycale commencerait là, sous le soleil de la fin de l'été ionien, dans le fracas des boucliers, l'éclat des lances et la certitude que la fin de l'empire perse sur la mer Égée était proche. Ce serait un combat brutal, incertain, mais chargé de destin. Et à cet instant, dans le silence et l'ordre, les hoplites commencèrent à gravir la colline pour écrire l'histoire de leurs propres mains. La bataille de Mycale commença comme une opération navale et s'acheva comme une victoire terrestre éclatante, scellant le déclin définitif de la puissance perse dans le monde grec. Ce dénouement inattendu, au cours duquel la flotte grecque débarqua et transforma une offensive maritime en assaut terrestre, fut le fruit d'une combinaison de facteurs tactiques, géographiques et psychologiques. La manœuvre représenta un symbole clair de la transformation de la Grèce, passant d'une force réactive à une puissance offensive. La décision des Perses de retirer leurs navires de la mer, de les échouer sur la côte et de se retrancher derrière des fortifications de bois montrait à quel point la confiance dans la mer Égée avait été brisée. La flotte perse autrefois redoutée, composée de Phéniciens, d'Égyptiens et d'Ioniens soumis, se réfugiait désormais dans des tranchées comme une armée assiégée. La domination perse des mers s'était évaporée. Avec les Perses en repli et la flotte hellénique consolidée, la transition vers une opération terrestre devint inévitable. En apercevant le camp ennemi derrière des palissades de bois et des tours improvisées, les commandants grecs comprirent qu'aucun combat naval n'aurait lieu. L'étrière, préparée pour un affrontement en haute mer, furent ancrés, et les soldats, rameurs, hoplites et archers commencèrent à se mettre en formation de marche. Ce fut un moment de transition tactique inhabituel. La mer avait accompli son rôle, et c'était désormais sur la terre que se jouerait le destin. Les Grecs savaient que les Perses
acculés et sans possibilité de fuite, résisteraient avec désespoir. Mais ils étaient prêts. Portés par une série de victoires et par la nouvelle de la victoire à Platée, les soldats hellènes marchèrent d'un seul élan, décidés à briser non seulement la ligne ennemie, mais aussi l'esprit même de la domination perse. En approchant du camp, les Grecs se divisèrent en contingents coordonnés. Les Spartiates, sous la direction de Léotychidas, menaient la dimension morale de la bataille. Les Athéniens, commandés par Xanthippe, formaient l'avant-garde de l'assaut tactique, notamment avec leurs contingents plus mobiles et expérimentés dans les attaques côtières. La formation hellénique suivait les principes de la phalange, adaptée à l'environnement accidenté et resserrée des pentes de Mycale. Les longues lances furent brandies, les boucliers ajustés, et les trompettes sonnèrent le début de l'assaut. Les Perses répliquèrent par des flèches, des cris et des projectiles lancés depuis des positions surélevées, cherchant à contenir l'avancée, mais la puissance de la phalange était implacable. Chaque pas grec était calculé, chaque bouclier protégeait son voisin, et la pression augmentait comme une vague qui ne se retire pas. Le combat qui suivit fut brutal, physique, marqué par des affrontements au corps à corps. Les Grecs enfoncèrent les premières lignes de défense avec détermination. Les palissades commencèrent à céder, et une fois les murailles improvisées franchies, la bataille se déroula à l'intérieur même du camp perse. Pris de court par la rapidité et la violence de l'attaque, les Perses tentèrent de reculer, mais se retrouvèrent acculés entre la mer, le feu et leurs propres rangs. La structure du camp, faite de bois et de cordages, s'embrasa, et en peu de temps, de larges portions de la forteresse improvisée étaient en flammes. Le chaos se répandit. Les ordres des commandants perses se perdaient dans le tumulte. Beaucoup tentèrent de fuir, mais les routes de repli étaient bloquées. Certains cherchèrent refuge dans les forêts alentours, d'autres se rendirent ou tombèrent sous les lances ennemies. L'un des éléments les plus marquants de la bataille fut la désertion des Ioniens qui combattaient aux côtés des Perses. En voyant approcher les alliés helléniques, de nombreux soldats ioniens abandonnèrent leur position ou sabotèrent les défenses de l'intérieur. Cette rupture morale affaiblit encore davantage une résistance perse déjà vacillante. La perte de loyauté des peuples soumis fut un coup symbolique profond. Elle démontrait que l'Empire avait perdu non seulement des territoires, mais aussi le respect et l'autorité sur ceux qu'il dominait. Les Ioniens ne voulaient plus être les sujets du roi des rois. Ils voulaient être libres, et ils trouvaient dans cette offensive l'occasion de renverser des décennies de soumission. Avec le camp pris d'assaut et les principaux généraux perses tués ou en fuite, la victoire hellénique fut totale. Le camp fut détruit, les navires rendus inutilisables et les forces perses anéanties. Les Grecs n'avaient pas seulement remporté une bataille, ils avaient éliminé le dernier bastion militaire de la présence perse en mer Égée. Ce fut la véritable transformation de Mycale. Ce qui avait commencé comme un possible affrontement naval devint le symbole ultime de l'effondrement du pouvoir perse dans la région. La mer, autrefois dominée par les trières phéniciennes aux ordres orientaux, appartenait désormais aux Grecs. La terre, autrefois contrôlée par des satrapes et des garnisons impériales, était désormais libre. L'offensive de Mycale ne fut pas seulement une réaction, ce fut une affirmation de leadership, de supériorité tactique et de vision stratégique. La bataille de Mycale montra que la guerre n'était plus défensive pour les Grecs. Ils avaient appris de chaque défaite et de chaque victoire, et utilisaient désormais leurs connaissances en combinant mer et terre, diplomatie et force, rapidité et précision. La flotte grecque, un instrument forgé à la hâte dans les décennies précédentes, s'était transformée en la lance tendue d'une civilisation en pleine ascension. Mycale fut la dernière preuve, l'ultime acte, que les Grecs non seulement survivraient face au plus grand empire du monde antique, mais qu'ils inaugureraient une nouvelle ère. La suprématie perse avait pris fin, et des flots baignés du sang de la liberté naquit un nouveau chapitre de l'histoire. Lorsque les troupes grecques lancèrent l'assaut contre le camp perse à Mycale, ce qui suivit ne fut pas une bataille ordinaire, mais une lutte exténuante et féroce, marquée par des combats au corps à corps, des incendies, le désordre et l'effondrement complet du moral ennemi. La formation spartiate conduite par Léotychidas et les contingents athéniens sous Xanthippe n'avançaient pas seulement avec des armes et des techniques, ils avançaient avec le poids symbolique de toutes les défaites, humiliations et massacres que les Grecs avaient subis depuis le début des guerres médiques. Et maintenant, face à la dernière forteresse perse, ils marchaient avec la détermination de ceux
qui ne combattaient plus seulement pour la victoire, mais pour la conclusion d'un cycle. Les Perses, acculés et retranchés, étaient prêts à résister, mais ils n'avaient pas prévu la cohésion brutale de la phalange, ni l'efficacité implacable des longues lances grecques face à leurs arcs et à leurs cuirasses plus légères. La ligne de front grecque commença son avancée en pressant les points les plus vulnérables des défenses perses. Les palissades extérieures, construites avec des troncs et des parties des anciens navires perses échoués, ne résistèrent pas longtemps au poids des lances, à la force des boucliers et à la succession incessante de coups coordonnés. Les Spartiates, comme à leur habitude, ne criaient pas d'ordre. Ils avançaient en silence, protégés par leurs grands boucliers de bronze, poussant de tout leur corps tout en frappant avec précision. Les Perses ripostaient par des pluies de flèches, de javelots et de pierres, mais l'avancée grecque était constante, implacable. Les hoplites, entraînés dès leur jeunesse à tuer ou à mourir en formation, semblaient faire partie d'un mécanisme vivant et impersonnel, avançant comme un bloc de marbre. Rien ne les arrêtait. Dès que les premières lignes de défense furent rompues, les Grecs pénétrèrent à l'intérieur du camp et le véritable combat commença. Là, le champ de bataille se fragmenta en une multitude de duels, ruelles étroites entre les tentes, couloirs improvisés de bois, plateformes surélevées où des archers désespérés décochaient leurs dernières flèches. La guerre se transformait en chaos. Les Spartiates maintenaient leur formation aussi longtemps qu'ils le pouvaient, mais bientôt la lutte devint personnelle. Bouclier contre bouclier, lame contre lame, poing et flamme. Les Perses tentèrent d'exploiter le terrain confiné, bloquant des passages, faisant s'effondrer des structures sur les assaillants, créant des zones de résistance. Mais la fureur grecque, nourrie par des années de souffrance et d'humiliation, dépassait toute stratégie de défense. Du côté athénien, les soldats adoptaient une approche plus souple, tirant profit de leur expérience dans les combats urbains et les assauts côtiers. Stratégie de pénétration par les flancs, attaque simultanée par plusieurs entrées et escalade des tours à l'aide de cordes et de crochets rendirent la résistance perse de plus en plus fragile. Les Athéniens savaient comment briser des défenses avec précision. Ce n'était pas une marche aveugle vers la gloire, c'était un processus méthodique de démantèlement de la structure ennemie. Les tentes furent incendiées, les plateformes s'effondrèrent, les réserves de vivres et de flèches furent pillées. Le camp ennemi devint un labyrinthe en flammes, toujours moins défendable, toujours plus chaotique. En voyant les flammes s'approcher et l'avancée implacable des Grecs, de nombreux soldats perses sombrèrent dans le désespoir. Certains tentèrent de fuir vers les collines voisines, mais furent interceptés par des patrouilles grecques. D'autres jetèrent leurs armes et se rendirent, pour être aussitôt tués par des compagnons fanatiques qui voyaient la reddition comme une trahison. L'armée perse commença à se désintégrer de l'intérieur, non pas par infériorité numérique, mais par effondrement moral. Quand les chefs du camp comprirent que la situation était irréversible, la tentative de retraite se transforma en une débandade désorganisée. Les commandants criaient des ordres que plus personne n'écoutait, tandis que les cris des blessés se mêlaient au fracas des flammes et au bruit des lances transperçant chairs et cuirasses. Nombre d'Ioniens forcés de combattre du côté perse profitèrent de l'effondrement pour déserter, voire pour retourner leurs armes contre leurs anciens maîtres. Cette trahison interne précipita la fin. Quand la muraille intérieure, dernière ligne de défense, fut franchie, la bataille cessa d'être une lutte et devint une exécution. Les Grecs n'épargnaient personne. Le souvenir de la destruction d'Athènes, de l'humiliation de Milet, de l'incendie des temples et de la profanation des sanctuaires alimentait chaque coup d'une fureur ancestrale. Ce n'était plus seulement la justice, c'était la vengeance. La victoire de Mycale ne fut donc pas seulement stratégique. Elle fut totale, violente, symbolique. La destruction du camp perse, avec ses étendards, ses réserves, ses trières démontées, représentait le démantèlement final de la menace asiatique dans le monde grec. La guerre, commencée des décennies plus tôt avec la révolte des cités ioniennes, atteignait son point de conclusion. Les Ioniens eux-mêmes voyaient leur libérateur triompher, là où, auparavant, il n'y avait que peur et servitude. Et les Grecs du continent, jusque-là perçus comme des étrangers lointains par les habitants de l'Asie mineure, furent reconnus comme des frères, comme les porteurs de liberté, comme la civilisation qui avait résisté au plus grand empire de la terre. Et tandis que les dernières flammes consumaient les tours perses à Mycale, les généraux grecs regardaient vers la mer et savaient quelque chose de définitif avait été accompli. Avec des lances, des boucliers, de la sueur et du sang, ils avaient clos un cycle.
L'empire qui promettait l'éternité gisait désormais vaincu parmi les ruines d'un camp. Et dans le silence après le massacre, un nouveau monde venait de naître. Avec la résistance perse en plein effondrement et le camp en flammes, les derniers instants de la bataille de Mikal furent marqués par une combinaison terrifiante de panique, de chaos et de reddition désespérée. Les Perses, autrefois confiants derrière ce qu'ils croyaient être un bastion sûr, faisaient désormais face à l'assaut d'un ennemi impitoyable qui avançait avec précision et fureur. La muraille de bois entourant le camp, construite à la hâte avec les restes des navires échoués, se transforma en piège. Une fois incendié par les Grecs, volontairement ou comme conséquence du tumulte des combats, le feu se propagea rapidement, alimenté par les tissus, les chariots, les armes et les tentes pleines de provisions. Les flammes, portées par les vents des collines, créèrent un rideau de fumée et de terreur qui désorienta encore davantage les troupes perses. Les quelques commandants ayant survécu au premier choc tentèrent d'organiser une retraite. Mais il n'y avait plus ni discipline parmi les soldats, ni structure de commandement. Le camp de Mikal s'était transformé en enfer, corps carbonisés, hurlements de blessés, effondrements de structures en feu et cris de confusion dans une multitude de langues. L'hétérogénéité de l'armée achéménide, Mèdes, Babyloniens, Égyptiens et autres peuples vassaux, se révélait désormais comme une faiblesse. Sans centre unificateur, la débandade était inévitable. Certains soldats, cherchant à fuir par l'intérieur de la péninsule, se jetèrent sur des sentiers inconnus dans les montagnes. D'autres, perdus, tombèrent dans des embuscades improvisées par les avant-gardes grecques. Des centaines périrent en tentant d'atteindre la mer ou les bois. Beaucoup ne furent jamais retrouvés. Parmi les rares à s'échapper figurait Artaintès, l'un des principaux généraux perses présents au camp. Il mena une retraite désespérée par les routes intérieures, jusqu'à Sardes, centre administratif de la Lydie, et pôle régional majeur de l'Empire perse. Le voyage, marqué par la faim, l'obscurité et la crainte des embuscades, dura plusieurs jours. Tout au long du trajet, Artaintès et ses hommes furent tentés par les rumeurs de la victoire grecque à Platée, ce qui scella définitivement la conviction que la guerre était perdue. À Sardes, Artaintès fit face à des accusations de lâcheté et d'échec et fut sévèrement réprimandé par le satrape local. Certains récits rapportent que, déshonoré et humilié, il en vint presque à assassiner ses propres supérieurs, n'étant retenu qu'in extremis par un autre officier perse. Cet épisode, chargé de tension, illustre le degré de désespoir qui s'était emparé des survivants de la catastrophe de Mikal. Pendant ce temps, les Grecs achevèrent leur victoire avec méthode et brutalité. Le camp ennemi fut totalement démantelé. Les armes furent récupérées, les provisions redistribuées entre les troupes, et les prisonniers, pour la plupart, exécutés ou conservés en vue d'échanges contre des alliés capturés. Les navires échoués qui n'avaient pas été utilisés pour les fortifications furent brûlés ou détruits sur place. Aucun vestige de puissance perse ne devait subsister à Mikal. Cette politique de destruction totale avait un but clair: éliminer toute possibilité de réorganisation perse en Ionie et envoyer un message définitif à tous les peuples grecs de la région. La domination asiatique avait pris fin. Et plus encore, la domination était désormais hellénique. La destruction du camp et des forces perses à Mikal eut également un impact profond sur les cités ioniennes. La nouvelle de la victoire se répandit rapidement sur les côtes d'Asie mineure, et des cités comme Éphèse, Prienne, Théos et même Milet, jadis cruellement ravagées par les Perses, y virent une seconde chance. Elles commencèrent à expulser les garnisons perses, à renverser les statues du roi, à brûler les tribus et à rechercher des alliances avec Athènes. La géopolitique de la région se reconfigurait en temps réel. Ce n'était plus l'Empire qui dictait les règles. C'était la mer qui parlait grec. C'étaient les armées aux lances de bronze et aux boucliers ronds qui avançaient désormais librement sur les côtes de l'Égée. La destruction de Mikal ne fut pas seulement la chute d'une position militaire, mais l'effondrement d'un ordre impérial tout entier. Pour les Perses, la défaite à Mikal fut irréparable. En perdant leur dernière base navale à l'ouest, l'Empire renonçait au contrôle stratégique de la mer Égée. Et en perdant la confiance des Ioniens et des peuples alliés de la région, il perdait aussi le droit moral de dominer cette partie du monde. L'incendie final du camp fut symbolique. La flamme qui brûlait autrefois au nom du roi des rois s'éteignait désormais parmi les cendres d'un pouvoir qui n'inspirait plus la crainte. Pour les Grecs et surtout pour les Athéniens, ce fut le début d'un nouveau cycle, celui de l'expansion, de l'hégémonie
de la construction d'alliances militaires comme la Ligue de Délos, qui naîtrait bientôt sous la direction d'Athènes, promettant de maintenir les Perses à distance, mais donnant aussi naissance à un nouvel empire, forgé sur les ruines d'un autre. Ainsi s'acheva Mykale, avec des corps parmi les braises, des cris étouffés par la fumée, et le soleil couchant sur une mer qui n'appartenait plus au roi d'Orient. La dernière muraille de la domination perse s'était écroulée, et les dieux, en silence, assistaient à l'aube d'une nouvelle ère. La victoire grecque à Mykale n'eut pas seulement un impact militaire décisif, elle résonna de manière profonde et durable dans l'imaginaire culturel, politique et spirituel du monde hellénique. Pour la première fois depuis près de 50 ans, les cités ioniennes d'Asie mineure, traditionnellement grecques par leurs origines mais politiquement dominées par l'empire perse, voyaient devant elles la concrétisation d'une promesse ancestrale, la libération. Mykale fut pour ces communautés le retour de la lumière après une longue nuit. Leurs rues, leurs temples, leurs marchés et leurs ports, qui avaient durant des décennies subi le prélèvement de tribus forcées, la présence des satrapes et l'imposition de coutumes étrangères, célébraient désormais la venue de soldats parlant la même langue, vénérant les mêmes dieux et partageant les mêmes mythes fondateurs. La mer Égée recommençait à parler grec. La libération des cités ioniennes possédait une double dimension. D'abord, il y avait l'aspect concret, l'expulsion des garnisons perses, la fin des tribus exigées, l'élimination de la surveillance impériale. Mais il y avait aussi, et surtout, une libération psychologique. La victoire de Mykale rendit aux Ioniens quelque chose de plus précieux que leur autonomie politique. Elle leur rendit leur appartenance. Après des décennies de soumission et d'incertitude identitaire, ces communautés recommençaient à se percevoir comme une partie vivante de l'Hellade, et non comme un appendice orientalisé d'un empire étranger. L'alliance avec Athènes, avec Sparte et avec les autres cités libres de la Grèce continentale surgissait comme une réintégration symbolique, une reconnexion spirituelle entre frères que la mer ne séparait plus, mais unissait. Dans ce nouveau contexte, Athènes émergea comme la grande protagoniste morale et politique de la libération. Sparte, bien qu'essentielle durant la guerre, s'abstenait traditionnellement d'un engagement prolongé hors du Péloponnèse. Athènes, en revanche, avec sa puissante flotte et son influence culturelle grandissante, apparut comme la protectrice naturelle des cités ioniennes. Ces trières avaient traversé la mer non seulement pour combattre, mais pour rétablir un équilibre civilisationnel. Le commandement de Xanthippe à Mykale consolida cette image d'Athènes comme libératrice et puissance navale dirigeante, ce qui conduisit directement à la formation de la Ligue de Délos, qui, dans les années suivantes, transforma l'ancienne union militaire en une véritable confédération panhellénique sous hégémonie athénienne. L'orgueil d'Athènes, après la victoire de Mykale, ne fut pas contenu. Sur l'agora, dans les temples et au théâtre, l'exploit fut célébré comme une épiphanie d'excellence civique et de courage démocratique. Mykale n'était pas seulement une victoire d'armes et de boucliers, c'était la confirmation que la marine, soutenue par des citoyens libres, pouvait transformer le destin de peuples entiers. C'était l'apothéose de la démocratie navale athénienne, un modèle de gouvernement qui démontrait son efficacité non seulement dans les débats publics, mais aussi sur le champ de bataille. La victoire renforça l'idée que le pouvoir ne devait pas naître du sang royal ou de l'héritage aristocratique, mais du mérite collectif d'hommes libres luttant pour un bien commun. Ce récit se diffusa et marqua profondément la perception grecque d'elle-même. Mykale fut aussi célébrée par l'art. À Athènes, sculpteurs, poètes et chroniqueurs transformèrent l'événement en matériaux symboliques. Des monuments furent érigés, des poèmes composés, des pièces jouées. L'événement entra dans le répertoire héroïque qui nourrissait la fierté nationale athénienne. Et même dans d'autres cités grecques, la victoire fut vénérée comme une victoire commune, une victoire de la civilisation grecque sur la barbarie orientale, comme si la bataille avait clos non seulement une guerre, mais toute une époque. Le symbolisme fut renforcé par le fait que Mykale et Platée eurent lieu le même jour, en des lieux distincts, comme si les dieux avaient choisi d'intervenir doublement en faveur de l'Hellade, abattant d'un seul coup les deux piliers de la domination perse, l'armée de Mardonios sur terre et la forteresse côtière de Mykale. Pour les Ioniens, le sentiment de renaissance culturelle se matérialisa aussi dans des réformes administratives. À partir de Mykale, nombre de cités commencèrent à rétablir leurs institutions, à réintroduire des formes d'autogouvernement et à renouer avec les sanctuaires panhelléniques.
L'ancienne soumission aux satrapes fut remplacée par des assemblées locales, des conseils civiques et des collaborations avec les émissaires athéniens. La religion, autrefois surveillée par les Perses, refleurit avec la reconstruction de temples dédiés à Apollon, Artémis et Athéna. C'était comme si le temps perdu était rattrapé à grands pas, et tout commençait avec Mykale. Cependant, cette victoire n'était pas exempte de dilemmes. La libération posait la question du leadership. Les Ioniens seraient-ils réellement libres, ou ne faisaient-ils que remplacer un maître oriental par une métropole grecque en ascension? Athènes, qui s'était d'abord présentée comme libératrice, allait bientôt exiger des contributions financières, une participation militaire obligatoire et un alignement politique strict de la part de ses nouveaux alliés. C'était le début d'une tension qui, des décennies plus tard, déboucherait sur la guerre du Péloponnèse. Mais à cet instant précis, sous l'impact de Mykale, le sentiment dominant était celui du soulagement, de la gratitude et de la fierté. L'Hellade avait triomphé, et la civilisation grecque, unie par la mémoire de l'oppression et exaltée par la gloire de la liberté conquise, entrait dans son ère la plus brillante. Avec la destruction du camp perse à Mykale et la libération des cités ioniennes, les Grecs se trouvèrent face à un nouveau défi. Que faire de la victoire? Comment assurer la sécurité de ces cités nouvellement libérées? Comment empêcher les Perses, affaiblis mais non anéantis, de revenir en force? La réponse prit la forme d'une alliance inédite, créée sous la direction d'Athènes, la Ligue de Délos. Née officiellement quelques années après la bataille de Mykale, cette ligue militaire et politique fut conçue comme une union de cités grecques ayant pour objectif déclaré de défendre la mer Égée et de se venger de futures menaces perses. Mais dans les faits, elle représenta le début d'une nouvelle hégémonie non pas orientale mais hellénique, l'hégémonie d'Athènes. La Ligue de Délos reçut son nom de l'île sacrée de Délos, lieu neutre considéré comme centre religieux de la Grèce, où furent initialement conservés les trésors et les tribus de l'Alliance. Chaque cité membre contribuait par des navires, des troupes ou de l'argent, administrés collectivement, en théorie. En pratique, cependant, Athènes prit le contrôle de toutes les décisions stratégiques et logistiques. Cela s'expliquait par le fait qu'elle possédait alors la marine la plus puissante de Grèce, un système politique efficace et une direction capable de coordonner des campagnes navales de grande envergure. L'expérience accumulée à Salamine, à Mykale et dans d'autres batailles conférait aux Athéniens non seulement du prestige militaire, mais aussi la confiance de leurs alliés. Au départ, cette confiance était sincère. Athènes apparaissait comme le bouclier de la liberté grecque. Avec le temps, toutefois, l'équilibre des forces s'inclina de plus en plus vers les intérêts athéniens. La Ligue de Délos passa d'une coalition défensive à une structure quasi impériale. Les cités qui tentaient de s'en retirer ou de réduire leur participation furent contraintes de rester, parfois par la force. La flotte athénienne, née pour affronter les Perses, commença à être utilisée pour punir des cités grecques jugées insoumises. Ainsi, la victoire de Mykale, qui avait libéré les Ioniens de l'oppression orientale, les plaça finalement sous l'influence directe d'une nouvelle puissance. Cela ne signifiait pas nécessairement une détérioration. Sous bien des aspects, la domination d'Athènes apporta prospérité, protection contre les pirates, reconstruction urbaine et accès élargi aux réseaux commerciaux. Mais c'était, sans aucun doute, une nouvelle forme de contrôle, née de la victoire et maintenue par la force. Athènes, enivrée par son succès et animée par un idéal de leadership culturel, politique et naval, commença à étendre son influence au-delà des frontières initiales de la Ligue. Utilisant les ressources prélevées à Délos, la cité lança de grands travaux publics, comme la construction du Parthénon, renforça sa flotte avec des trières toujours plus modernes et consolida une diplomatie mêlant contraintes et alliances avantageuses. Pendant ce temps, les Perses, affaiblis par leurs défaites successives, portèrent leur attention sur d'autres frontières de leur vaste empire. L'Asie mineure demeurait nominalement leur territoire occidental, mais la perte de contrôle sur l'Égée et sur les cités côtières rendait la mer intérieure pratiquement inaccessible à leur flotte. L'impact direct de Mykale sur ce réarrangement géopolitique fut donc incontestable. C'est elle qui scella de manière irrévocable la fin de la présence militaire perse dans l'Égée. Sans base, sans alliés fidèles et sans moyens logistiques pour entretenir une flotte dans cette région, l'empire de Xerxès abandonna silencieusement toute tentative de reconquête. La paix formelle viendrait des années plus tard, mais la réalité était déjà définie sur le champ de bataille.
La mer, autrefois perse par droit de conquête, était désormais athénienne par mérite de persistance. La Grèce devenait la protagoniste de la politique maritime en Méditerranée orientale. Dans le même temps, Mykale et ses suites ouvrirent la voie à un nouveau concept d'identité hellénique. Jadis, fragmentés en cités rivales qui coopéraient rarement, les Grecs commencèrent à se voir comme partie intégrante d'un corps culturel et politique commun. L'idée d'une Grèce unie restait embryonnaire, mais elle gagnait en force dans les discours, les célébrations religieuses conjointes, les festivals panhelléniques et les traités d'alliance. La victoire sur le plus grand empire connu jusqu'alors avait semé une graine qui germerait lentement, avec des hauts et des bas, mais qui ne serait jamais oubliée. La naissance de la Ligue de Délos, par conséquent, ne peut être comprise comme un simple accord militaire. Elle fut le produit direct de la victoire de Mykale et de la conviction que, unis, les Grecs étaient capables d'exploits extraordinaires. Elle fut aussi un avertissement. Les Perses n'avaient pas été vaincus par hasard, mais par stratégie, par courage et par une capacité d'adaptation supérieure. Et s'ils tentèrent de revenir, ils trouveraient un monde hellénique plus cohérent, plus vigilant et plus décidé à préserver sa liberté. À la fin de la bataille, il ne faisait aucun doute. Le contrôle perse de l'Égée avait pris fin. Et dans le vide laissé par cet empire en retrait, Athènes brandissait l'étendard d'une nouvelle ère. Avec la victoire éclatante de Mykale et la fondation de la Ligue de Délos, un nouveau chapitre de l'histoire grecque s'ouvrit, un chapitre marqué en profondeur par l'ascension d'Athènes comme puissance maritime, politique et culturelle. Jusqu'alors, Sparte était considérée comme la principale force militaire de la Grèce, grâce à sa tradition guerrière, à sa discipline inflexible et à sa suprématie terrestre. Mais après les guerres médiques, et surtout après l'action décisive de la flotte athénienne à Salamine, à Mykale et dans les campagnes de libération de l'Ionie, il devint clair que le centre du pouvoir grec se déplaçait de l'intérieur continental vers la mer. Dans ce nouveau monde dominé par les routes commerciales, les alliances navales et l'influence diplomatique entre les îles et les côtes de la mer Égée, Athènes devenait la cité indispensable. La puissance navale d'Athènes ne surgit pas par hasard. Elle fut construite avec stratégie, ressources et une vision claire. L'avenir appartenait à la mer. Déjà avant Mykale, Thémistocle avait convaincu ses concitoyens d'investir la fortune issue des mines d'argent du Laurion dans la construction de trières, embarcations rapides, légères et redoutables, exigeant une coordination extrême, mais capable de changer l'issue d'une bataille entière. Ce pari visionnaire transforma Athènes en la seule cité grecque capable de projeter sa puissance sur de longues distances côtières, de protéger le commerce et de contrôler des passages stratégiques comme ceux de Salamine et de l'Hellespont. La victoire de Mykale scella le succès de ce modèle. Avec les Perses expulsés, la flotte athénienne n'était plus seulement un instrument de défense, elle devenait un outil d'expansion. À mesure que la Ligue de Délos se consolidait, la marine athénienne fonctionna comme le bras armé du nouvel ordre panhellénique. Les navires d'Athènes ne se contentaient pas de patrouiller les eaux de l'Égée contre les pirates ou les Perses restants. Ils transportaient aussi des émissaires, collectaient les tribus, surveillaient les cités alliées et, en dernier recours, imposaient la volonté de la métropole. Les cités qui hésitaient à contribuer à la Ligue étaient averties. Celles qui résistaient étaient assiégées. Ce qui avait commencé sous l'apparence d'une collaboration libre se transforma vite en une forme de domination. La flotte grecque, jadis instrument de libération, devenait l'ossature d'un empire athénien en formation. À l'intérieur, ce nouveau rôle naval eut des effets transformateurs. Athènes grandit en richesse, en prestige et en ambition. Les chantiers navals du Pirée bourdonnèrent d'activité. Des centaines de trières étaient maintenus en état de marche permanent. Les travailleurs athéniens recevaient un salaire public pour servir comme rameurs, ce qui injectait des revenus dans les couches populaires et renforçait leur adhésion à la démocratie navale. Le commerce prospérait sous la protection des escortes militaires et de nouveaux marchés s'ouvraient grâce aux alliés et aux cités reconquises. Sur le plan culturel, cet enrichissement créa l'environnement idéal pour l'épanouissement de ce que l'on appela l'âge d'or d'Athènes, période durant laquelle Périclès, Sophocle, Phidias, Hérodote et Socrate allaient poser les bases de la pensée occidentale. Mykale fut ainsi l'étincelle d'un cycle dépassant la guerre. La transformation de la marine, de simple outil de résistance en base de projection impériale,
débuta là, quand les navires athéniens accostèrent sur les plages ioniennes pour libérer des cités au nom d'une cause commune. Il était naturel que ces mêmes navires, avec le temps, soient utilisés pour consolider l'autorité d'Athènes sur ces cités mêmes, non plus comme des envahisseurs, mais comme des gardiens de la liberté. Une liberté dont la définition, les limites et le contrôle étaient de plus en plus fixés par l'acropole athénienne. Il faut cependant reconnaître l'ambiguïté de ce nouveau rôle. Pour beaucoup de Grecs, la direction d'Athènes était la bienvenue. Elle apportait sécurité, organisation et prospérité. Pour d'autres, en particulier pour les cités qui conservaient leurs propres ambitions ou se souvenaient de vieilles rivalités, la puissance d'Athènes commença rapidement à ressembler à ce qu'ils avaient combattu chez les Perses: centralisation, imposition culturelle, tribus obligatoires. Ainsi, l'empire né des victoires contre l'Orient commençait à cultiver les graines des conflits internes qui, des décennies plus tard, éclateraient dans la guerre du Péloponnèse. Mais à ce moment précis, juste après Mycale, avec les étendards helléniques flottant sur les cités libérées et la mer débarrassée des trières perses, le prestige d'Athènes était incontestable. La cité, incendiée par Xerxès peu de temps auparavant, devenait ironiquement la puissance dominante du monde grec, et la marine, qui avait été un pari audacieux, incarnait désormais la nouvelle forme de pouvoir en Grèce, rapide, mobile, expansionniste et démocratique dans sa composition, mais impériale dans son application. Avec Mycale, Athènes cessa d'être seulement une polis résiliente. Elle devint la capitale morale, culturelle et navale de la nouvelle ère hellénique. Et l'écume de la mer Égée, autrefois tranchée par les proues phéniciennes et rythmée par des ordres en langue perse, résonnait désormais des commandements en grec dorien, attique et ionien, tous sous l'autorité d'une cité qui, des cendres, s'était élevée en phare du monde antique. Les Ioniens, habitant des cités côtières d'Asie mineure, furent les premiers à tomber sous la domination de l'Empire perse et les derniers à être véritablement libérés. Pendant des décennies, ils vécurent dans une condition ambiguë, grecs par leur culture, leur langue et leur religion, mais sujets politiques des rois de Perse. Leur loyauté fut donc souvent remise en question, autant par les Hellènes continentaux que par les satrapes perses. Après la victoire définitive des Grecs à Mycale, les Ioniens se retrouvèrent face à un dilemme existentiel: reconstruire leur identité hellénique sur un sol administré depuis des générations par des étrangers. La transition entre l'oppression impériale et l'autonomie retrouvée ne fut ni immédiate ni paisible. Elle impliquait souvenir de soumission, désir de vengeance, crainte de représailles et incertitude sur le type de liberté désormais offerte. Avant la révolte ionienne, en l'an 499 avant notre ère, ces cités vivaient déjà dans l'ombre de la domination perse, bien que bénéficiant de degrés variables d'autonomie. La présence de satrapes et de gouverneurs locaux, les impôts lourds et la répression occasionnelle faisaient partie de leur quotidien politique. Mais le véritable traumatisme collectif se cristallisa avec la chute brutale de Milet, cité qui osa se révolter et fut détruite avec férocité. Hérodote rapporte que les survivants de la destruction furent déportés et beaucoup d'autres contraints d'accepter des conditions humiliantes de reddition. C'est pourquoi, lorsque la flotte grecque débarqua à Mycale, des décennies plus tard, apportant la liberté entre ses mains, les Ioniens ne réagirent pas d'une seule voix. Il y eut de la joie, certes, mais aussi de la prudence, de la douleur et le poids d'un passé résonnant encore dans chaque pierre et chaque temple profané. Après la bataille, les Ioniens commencèrent à collaborer directement avec les Athéniens et les Spartiates dans la reconstruction régionale. Les soldats locaux qui avaient déserté le camp perse furent accueillis avec ambivalence. Beaucoup étaient considérés comme traîtres pour avoir servi l'Empire, même sous la contrainte. D'autres furent célébrés pour leur courage au moment d'abandonner les Perses dans l'instant décisif. Cette ambiguïté alimenta une tension interne dans les cités ioniennes. Il y avait des blessures ouvertes, des familles divisées, des élites compromises avec l'ancien régime. Reconstruire le tissu social exigeait non seulement des travaux publics et des traités diplomatiques, mais aussi une réconciliation. Et ce processus fut long, souvent douloureux. La reconstruction matérielle constitua également un défi. Des cités comme Éphèse, Priene, Théos et Clazomène avaient subi pillages, destruction de temples, effondrement des infrastructures portuaires et rupture dans les routes commerciales. Les Grecs continentaux, notamment les Athéniens, virent dans ce moment une double opportunité:
aider les Ioniens à se relever et, en même temps, consolider l'influence politique d'Athènes dans la région. C'est dans cet esprit que de nombreux projets de restauration commencèrent à être financés avec les tributs collectés par la Ligue de Délos. Athènes envoyait ingénieurs, magistrats et soldats pour assurer l'ordre, réactiver les marchés et renforcer le lien des cités ioniennes avec le monde hellénique. D'un côté, cela représentait une forme efficace d'intégration et de protection. De l'autre, c'était le prélude au contrôle indirect qu'Athènes exercerait pendant des décennies. Sur le plan culturel, les Ioniens connurent également une renaissance. Les temples détruits par les Perses furent reconstruits dans un style monumental. De nouveaux festivals religieux furent institués, célébrant non seulement les dieux traditionnels, mais aussi les héros de la guerre contre les Perses. Les poètes locaux commencèrent à narrer les exploits de Mykale, de Salamine et de Platée, plaçant leur peuple au cœur de la grande victoire hellénique. La production artistique s'épanouit. Philosophes, sculpteurs et architectes trouvèrent un terrain fertile dans ces cités libérées, où la mémoire de l'oppression nourrissait une nouvelle fierté grecque. C'était comme si la douleur de la soumission avait réveillé une force créatrice longtemps contenue, désormais prête à s'exprimer en pierre, en bronze et en parole. Mais les Ioniens savaient aussi qu'ils vivaient entre deux mondes. Géographiquement, ils étaient Grecs vivant à l'ombre d'un empire encore présent juste au-delà des montagnes. Politiquement, ils étaient alliés d'une Athènes qui commençait déjà à montrer des traits impérialistes. Culturellement, ils constituaient un lien entre Orient et Occident, héritiers de traditions mêlées avec un passé perse et un avenir athénien. Cette condition de frontière leur conférait une sensibilité historique singulière. Ils n'étaient pas seulement des survivants, ils étaient témoins de la transition entre deux ères, deux empires, deux visions du monde. Et dans cette transition, leur rôle serait crucial pour définir ce que l'Hellade deviendrait dans les siècles suivants. Ainsi, la libération de Mykale ne fut pas la fin de l'histoire pour les Ioniens, ce fut un recommencement, un point de bascule où les fantômes de la soumission rencontrèrent les promesses d'autonomie. Le sang versé sur les plages de Mykale fertilisa le sol d'une nouvelle civilisation grecque, plus vaste, plus connectée, plus consciente de son identité. Et les Ioniens, qui avaient tant souffert, redevenaient enfin les protagonistes de leur propre destin. Entre l'épée de la Perse et le bouclier d'Athènes, ils apprirent à marcher de leurs propres pas, blessés, certes, mais la tête haute. La bataille de Mykale, bien qu'ayant été un événement militaire aux répercussions immédiates, demeura vivante dans la mémoire collective des Grecs pendant des siècles, non seulement comme un triomphe guerrier, mais aussi comme un jalon symbolique marquant la fin d'une ère de peur et l'affirmation pleine et entière de la liberté hellénique. Ce souvenir ne survécut pas seulement par la tradition orale ou les célébrations annuelles, il fut immortalisé à travers des monuments, des récits historiques et des œuvres littéraires qui firent de Mykale un point fixe de l'imaginaire national de la Grèce antique. Dans une civilisation qui attachait une valeur profonde à la gloire immortelle par la mémoire, Mykale devint une référence incontournable dans toute narration sur la lutte contre l'Empire oriental et la construction d'une identité commune entre les cités grecques. Les monuments érigés après la victoire servaient à la fois à honorer les morts et à exalter la gloire des vainqueurs. Plusieurs cités ayant participé à la bataille, comme Athènes et Sparte, élevèrent des statues, dédièrent des trophées aux dieux et inscrivirent des plaques commémoratives avec les noms des alliés et des cités libérées. L'un des trophées les plus célèbres fut dressé à Delphes, centre spirituel de la Grèce, en l'honneur d'Apollon. Ce geste n'était pas seulement une offrande religieuse, c'était aussi une affirmation politique. Montrer que les dieux avaient favorisé les Grecs dans la lutte contre les Perses signifiait consolider la légitimité de leur victoire et l'éterniser comme partie d'un destin divin. Les oracles, toujours consultés avant les grandes décisions militaires, commencèrent à évoquer le jour double de la victoire, Platée et Mykale, comme un signe des dieux, une confirmation cosmique que la Grèce était sous leur protection. Parmi les principaux artisans de la pérennisation de Mykale, dans la mémoire des générations futures, figure Hérodote d'Halicarnasse, le premier grand historien du monde occidental. Bien qu'il soit né quelques décennies après la bataille, Hérodote consacra une part significative de son œuvre, les histoires, au récit minutieux des guerres médiques. Pour lui, Mykale représentait plus qu'une victoire militaire. C'était l'aboutissement de la résistance hellénique et le point final de l'arrogance perse.
Ces récits, basés sur des témoignages, des observations et des traditions locales, donnèrent à la bataille une dimension presque mythique. Hérodote décrivit le feu qui consumait le camp ennemi, les cris de triomphe des soldats grecs, la reddition des Ioniens et même les présages reçus par Léotychidas avant le combat. En éternisant ces épisodes avec force détail et une émotion mesurée, il offrit aux générations futures une trame épique de la liberté conquise. La mémoire de Michal fut également entretenue par les célébrations publiques et les festivals civiques. À Athènes, par exemple, la victoire était rappelée dans les discours des hommes politiques, dans les pièces de théâtre à inspiration patriotique et dans les festivals panhelléniques exaltant les exploits héroïques du passé récent. Acteurs, poètes et orateurs utilisaient la bataille comme métaphore pour des thèmes tels que le courage, l'union, le sacrifice et le dépassement de soi. Les enfants apprenaient à l'histoire de Michal lors des enseignements des sophistes et jusque dans les bains publics, où circulaient les récits des héros aux lances fermes et aux boucliers de bronze. À Sparte, bien que la cité préférât glorifier les Thermopyles et Platée, la participation spartiate à Michal n'était pas oubliée, d'autant plus qu'elle avait été menée par l'un de ses rois, Léotychidas. La fierté silencieuse des Lacédémoniens, connue pour sa sobriété, incluait aussi la reconnaissance que, cette fois, ils avaient triomphé non seulement sur terre, mais également sous une bannière navale. Dans les générations suivantes, Michal s'imposa comme l'un des exemples classiques de victoire stratégique et morale, aux côtés de Marathon et de Salamine. Dans les traités de philosophie politique, dans les textes d'historiens tels que Thucydide et Xénophon, et même dans la rhétorique de Démosthène et d'Isocrate, la bataille fut fréquemment invoquée comme symbole de la supériorité morale de la Grèce sur ses ennemis orientaux. Elle servit aussi d'argument dans les débats politiques sur l'autonomie des cités, l'équilibre des pouvoirs et les limites de la domination impériale, notamment lorsque l'hégémonie athénienne commença à être contestée à la fin du 5e siècle avant notre ère. Dans ce contexte, Michal était rappelé comme l'exemple d'un moment où les Grecs avaient combattu pour tous et non pour leurs seuls intérêts, et où ils avaient triomphé parce qu'ils étaient unis par un idéal supérieur. Outre les références politiques et artistiques, le souvenir de Michal s'exprimait également dans les traditions locales des cités libérées. À Éphèse, Priene, Samos et d'autres cités ioniennes, la date de la victoire fut célébrée par des fêtes religieuses, des défilés militaires et des compétitions athlétiques. C'était une manière de se réapproprier leur propre histoire, de rappeler que, malgré des décennies de domination perse, la flamme hellénique n'avait jamais complètement disparu. Cela comptait non seulement pour les adultes, mais surtout pour les générations nées libres après Michal. Pour ces jeunes, la bataille n'était pas seulement un événement du passé. Elle était l'origine de la liberté qu'ils respiraient, des écoles qu'ils fréquentaient, des dieux qu'ils vénéraient. Ainsi, la bataille de Michal ne mourut pas avec les soldats perses ensevelis sous leurs murailles détruites. Elle vécut dans la pierre, dans le bronze, dans les vers et dans la prose. Elle vécut dans la mémoire collective d'un peuple qui, en ayant vaincu un empire apparemment invincible, prouva à lui-même que la liberté valait le sacrifice. Elle vécut dans les discours qui préparèrent le terrain des grands débats démocratiques. Et elle vit encore aujourd'hui comme symbole du moment où la Grèce, tournée vers l'Orient, leva sa lance et déclara « Ici s'arrête la peur ». Platée et Michal, toutes deux survenues en l'an 479 avant notre ère, sont souvent évoquées séparément dans les récits historiques. Pourtant, elles constituèrent en réalité un double coup qui mit fin aux guerres médiques de manière fulgurante, symbolique et irréversible. Célébrées le même jour, selon la tradition grecque, ces deux batailles ne représentèrent pas seulement des victoires militaires, mais aussi des jalons psychologiques, spirituels et politiques. Platée remporta la guerre sur terre, Michal la remporta sur mer. Platée assura l'intégrité physique du monde grec, Michal garantissait l'expansion de la liberté hellénique au-delà de la mer Égée. Ensemble, elles clôturèrent un chapitre sombre de l'histoire grecque et inaugurèrent l'âge classique, une ère d'hégémonie culturelle, philosophique et artistique sans précédent. La bataille de Platée fut l'aboutissement de la résistance continentale grecque. Après les épisodes dramatiques des Thermopyles et de Salamine, Spartiates, Athéniens et alliés réunirent une armée cohérente et disciplinée pour affronter ce qui restait des forces perses commandées par Mardonios. Platée fut un affrontement en terrain ouvert, avec des formations nettes,
Une stratégie claire et un duel direct entre la phalange hoplitique grecque et les formations asiatiques, plus légères et désorganisées. La mort de Mardonios porta un coup fatal au moral perse. Avec leur chef abattu et leurs troupes défaites, les envahisseurs furent expulsés définitivement de la Grèce continentale. Le message de Platée était simple et puissant. La Grèce ne tomberait pas devant les armées d'un roi étranger, aussi vaste que fût son empire. Micale, bien que moins connu du grand public, eut un impact tout aussi déterminant. Tandis que Platée détruisait le corps de l'invasion, Micale en brisait l'esprit et les bases de soutien sur la côte ionienne. Par l'élimination de la flotte perse restante, la libération des cités grecques d'Asie mineure et l'anéantissement du dernier bastion achéménide en mer Égée, Micale scella le destin stratégique de la guerre. Pour la première fois depuis la révolte ionienne, les Grecs d'Asie étaient libres et la mer Égée cessait d'être un lac perse pour devenir une voie d'expansion hellénique. Micale ne fut pas seulement la destruction d'un camp retranché, ce fut la ruine de toute l'infrastructure navale perse dans la région. Avec elle, s'effondra le rêve de Xerxès de réduire le monde grec au rang de simple province de son empire. Considérées ensemble, ces deux batailles révèlent une orchestration parfaite des capacités militaires grecques. Platée mit en lumière la supériorité tactique de la phalange, la résistance des hoplites, la discipline spartiate et le courage des alliés. Micale démontra la maturité de la marine grecque, l'audace des Athéniens, la capacité d'adaptation et le génie stratégique en terrain hostile. Platée montra que la terre grecque ne serait pas conquise. Micale montra que le cours de la guerre avait basculé en faveur des Grecs, et le fait qu'elle se soit déroulée le même jour, ou qu'elles aient été perçues ainsi, conféra à ce moment historique une aura de providence, comme si les dieux avaient décrété la fin du cycle de domination perse. Le contraste symbolique entre les deux est tout aussi révélateur. Platée se déroula sur le sol grec contre un envahisseur qui avait profané des temples, incendié des cités et exigé la soumission. Gagner là revêtait une valeur patriotique et défensive. Micale, en revanche, se déroula de l'autre côté de la mer sur un territoire autrefois contrôlé par les Perses. Ce fut une bataille d'expansion, de libération active. Elle marquait un changement de paradigme. Les Grecs, autrefois réactifs, devenaient désormais acteurs de l'histoire, traversant la mer pour imposer leur vision du monde. Ce basculement annonçait la transition d'une Grèce menacée à une Grèce maîtresse de son destin, une civilisation qui non seulement résistait à l'Empire, mais proposait un modèle alternatif à son autoritarisme. Les répercussions diffèrent également. Platée eut un retentissement plus immédiat dans la Grèce continentale, célébré dans les festivals, invoqué dans les débats politiques, rappelé dans les discours de guerre et de paix. Micale résonna davantage parmi les cités ioniennes et dans la structure navale qui bientôt serait dominée par Athènes. En d'autres termes, Platée nourrit la fierté panhellénique. Micale posa les fondations de l'empire athénien. Leur combinaison établit l'équilibre géopolitique qui perdurerait jusqu'à la guerre du Péloponnèse. Peu de jours, dans l'histoire grecque, portèrent une signification aussi forte que celui de ces deux batailles. Les historiens de l'Antiquité, tels Hérodote, y virent le point final du combat entre liberté et tyrannie. La Grèce avait survécu, et plus encore, elle avait triomphé. Platée et Micale ne furent pas seulement des affrontements. Elles furent des affirmations définitives qu'un peuple fragmenté mais passionnément attaché à son indépendance pouvait vaincre un empire gigantesque et, ce faisant, inaugurer l'ère la plus créative, réflexive et révolutionnaire de l'histoire antique. Avec la fin des guerres médiques et l'expulsion définitive des forces perses du monde grec, la Grèce respira un air nouveau, non seulement de soulagement, mais aussi de possibilité. Pour la première fois depuis des générations, la peur d'être subjuguée par une puissance étrangère s'était dissipée. La victoire de Micale et de Platée n'avait pas seulement sauvé des cités, des temples et des familles, elle avait sauvé des idées. Et ces idées, qui jusque-là murmuraient à la marge des penseurs, commencèrent à résonner dans les marchés, les théâtres et les assemblées. L'absence d'un ennemi commun obligeait les Grecs à se tourner vers eux-mêmes. Et à Athènes, en particulier, ce regard intérieur se transforma en un processus intense et novateur qui culminerait dans la construction de la démocratie la plus influente de l'Antiquité. Athènes émergea des guerres médiques marquées par des cicatrices profondes, mais également dotée d'un prestige inégalé. La cité avait été incendiée par Xerxès,
ses temples détruits, sa population déplacée. Mais sa flotte avait triomphé à Salamine. Son stratège Thémistocle s'était révélé génial. Son peuple, notamment les rameurs de la marine, avait sauvé la Grèce par son effort, son courage et son sang. Cette participation populaire à l'effort de guerre servit d'argument politique pour renforcer la démocratie. Si c'étaient les citoyens les plus pauvres, ceux qui maniaient les rames, qui avaient soutenu la marine, alors ils avaient aussi droit à la parole dans la conduite des affaires de la cité. Ainsi, après la guerre, l'élite aristocratique céda du terrain à une nouvelle classe de citoyens actifs, conscients et politiquement engagés. La pensée politique athénienne s'épanouit dans ce contexte. Des notions telles que l'isonomie, égalité devant la loi, l'iségoria, droit égal à la parole, et l'éleutéria, liberté, cessèrent d'être des concepts abstraits pour devenir les piliers concrets du système de gouvernement. Le traumatisme collectif de la guerre contre la Perse renforça également la valeur de l'autonomie politique locale, de la citoyenneté comme vigilance constante et de l'éducation comme devoir civique. Surgirent alors les réformes d'Éphialtès, qui réduisirent le pouvoir de l'aréopage, et l'ascension de Périclès, qui élargit les droits démocratiques, institua des indemnités publiques pour la participation politique et transforma Athènes en la plus radicale des démocraties antiques. La guerre contre les Perses eut aussi un impact direct sur la philosophie. En affrontant un empire absolutiste, les Grecs en vinrent à valoriser davantage la liberté individuelle et le débat public comme antidotes à la tyrannie. L'opposition entre Grecs libres et barbares serviles devint un thème récurrent dans les discours, les tragédies et les réflexions politiques. Cette dichotomie, bien qu'idéalisée et souvent exclusive, contribua à consolider une identité hellénique fondée sur la liberté, le logos, raison, et l'action collective. Des penseurs comme Protagoras, Anaxagoras et plus tard Socrate vécurent dans une société où le débat était la base du pouvoir. Et tout cela devint possible parce que la menace existentielle avait été surmontée à Mycale et à Platée. La fin de la guerre favorisa également la construction de l'empire culturel athénien. La cité reconstruisit ses temples avec plus de grandeur, en signe de gratitude envers les dieux et d'affirmation de sa gloire. Le Parthénon, symbole suprême de cette époque, fut édifié grâce aux ressources de la Ligue de Délos, héritière directe de l'alliance militaire qui avait vaincu les Perses. La tragédie grecque se développa comme un instrument de catharsis et de réflexion collective, mettant en scène les dilemmes du pouvoir, de la justice et de l'hybris humaine. La comédie politique, avec des auteurs tels qu'Aristophane, s'épanouit dans les mêmes rues où peu auparavant avaient défilé les soldats revenus de Mycale. La philosophie, l'art, l'architecture et la science athénienne prirent leur essor grâce à la relative tranquillité de l'après-guerre. Cependant, cette liberté interne apporta aussi de nouveaux défis. L'absence d'un ennemi externe fit ressurgir de vieilles rivalités. L'hégémonie d'Athènes, désormais renforcée par sa flotte et par les ressources de la Ligue, commença à irriter d'autres cités, en particulier Sparte. Le modèle démocratique athénien, jugé audacieux et même dangereux par des oligarchies traditionnelles, fut contesté au-delà de ses murs. La philosophie elle-même, dans sa quête de vérité et de bien commun, se trouva confrontée à des contradictions. Jusqu'où tolérer la liberté d'expression? Quelle était la limite du pouvoir du peuple? Ces tensions, nourries dans le vide laissé par la défaite perse, allaient croître lentement jusqu'à éclater, des décennies plus tard, dans la guerre du Péloponnèse. Malgré tout, la période qui suivit la victoire de Mycale fut, pour Athènes, un essor sans précédent. Pour la première fois de l'histoire, une cité gouvernée par des citoyens libres dicta les orientations culturelles et politiques d'une civilisation entière. Et tout cela devint possible parce que les envahisseurs avaient été arrêtés, que les Ioniens avaient été libérés et que la mer était redevenue hellénique. Mycale n'avait pas seulement libéré des cités, elle avait libéré des idées. Et ces idées, nourries par des philosophes, des artistes et des législateurs, transformèrent la Grèce en bien plus qu'un ensemble de cités rivales. Elles en firent le berceau de la civilisation occidentale. La bataille de Mycale, bien que souvent éclipsée par l'éclat dramatique de Marathon, des Thermopyles et de Salamine, fut la dernière pierre fondamentale d'une époque et la première semence de la suivante. En scellant la fin de la présence militaire perse en mer Égée, elle ne conclut pas seulement les guerres médiques, mais ouvrit également la voie à la formation d'un nouveau monde hellénique, dirigé par Athènes,
guidé par des idéaux de liberté et porté par une confiance inédite dans la capacité humaine à bâtir l'avenir de ses propres mains. Mikal fut le portail entre le traumatisme et la gloire, entre la résistance et la création, entre la peur de l'asservissement et l'exaltation de l'autonomie. Et son héritage, forgé dans le sang et le bronze, résonna durant des siècles comme l'aurore d'une civilisation qui influence encore le monde moderne. Avec la destruction de la dernière base perse en Asie mineure et la libération des cités ioniennes, le monde grec s'élargit, non pas par la conquête violente de peuples étrangers, mais par la réintégration de frères séparés par l'oppression. Le combat ne fut pas dirigé contre une culture, mais contre un système impérial qui niait la liberté locale, la participation civique et la diversité des traditions helléniques. Cette distinction est cruciale. Tandis que les Perses incarnèrent l'uniformité imposée d'en haut, les Grecs, même dans leurs rivalités internes, célébrèrent désormais la diversité comme une force. Et Mikal fut le moment où cette diversité reconquit la mer, lorsque l'Égée cessa d'être une frontière et redevint un pont. Cette victoire produisit des effets durables et mesurables. La création de la Ligue de Délos, sous la direction d'Athènes, consolida une alliance militaire transformée en réseau politique, économique et idéologique. Les navires athéniens, autrefois mobilisés pour défendre le monde grec, naviguaient désormais pour le protéger, le reconstruire et avec le temps le dominer. La suprématie navale de la cité que Xerxès avait jadis incendiée devint la colonne vertébrale d'un nouvel empire, l'empire athénien, soutenu non seulement par la force, mais aussi par le rayonnement de sa culture, l'éclat de ses artistes et la cohérence de ses valeurs. Tout cela ne fut possible que parce que Mikal montra que les Grecs ne savaient pas seulement résister au pouvoir, mais aussi l'exercer. Sur le plan symbolique, Mikal devint le dernier acte héroïque des guerres médiques. Tandis que Platée représentait la dernière grande bataille terrestre, Mikal mettait fin à la guerre sur mer et dans les colonies. L'Orient avait été vaincu, mais non anéanti. La victoire grecque fut un rejet, non une destruction. Les Perses demeurèrent une puissance, mais ne menaceraient plus jamais sérieusement le territoire hellénique, et les Grecs, de leur côté, ne furent plus jamais les mêmes. Ils sortirent de la guerre transformés, plus conscients de leur force, plus ambitieux dans leur politique, plus articulés dans leur diplomatie, plus audacieux dans leur art. La mémoire de Mikal devint ainsi un repère civilisationnel. À partir de là, commençait ce que nous appelons aujourd'hui le siècle d'or d'Athènes. Cette ère dorée, qui allait s'épanouir sous la direction de Périclès, fut nourrie directement par les fruits de Mikal. La liberté conquise se traduisit en œuvres publiques monumentales, comme le Parthénon. La confiance dans la raison et dans la parole mena au développement du théâtre, de la philosophie et de la rhétorique. La conscience de leur identité, renforcée par les combats contre les Perses, permit aux Grecs d'explorer avec profondeur les grandes questions humaines, le destin, la justice, la vérité, la beauté. Et derrière tout cela subsistait le souvenir d'une victoire qui semblait impossible, celle d'une flotte ayant traversé la mer pour vaincre le plus grand empire du monde, non pour dominer, mais pour libérer. Cependant, l'héritage de Mikal ne fut pas exempt de contradictions. L'hégémonie d'Athènes, bâtie sur les ruines de la domination perse, adopta progressivement des traits semblables à l'empire qu'elle avait contribué à abattre. La démocratie interne prospéra, mais la liberté des alliés fut restreinte. La marine, qui autrefois libérait, en vint à réprimer, et la Ligue de Délos, née comme pacte défensif, devint un instrument de prélèvements obligatoires et de coercition politique. Mikal porta donc aussi la semence du dilemme hellénique. Comment concilier liberté et pouvoir? Comment exercer le leadership sans tyrannie? Comment honorer la victoire sans reproduire l'oppression? Malgré ces tensions, dans la balance de l'histoire, le poids symbolique et concret de Mikal demeure un repère positif. Elle incarna le triomphe d'un peuple libre sur la domination extérieure. Elle représenta la possibilité d'un avenir fondé sur la citoyenneté et la culture. Elle marqua la fin d'une guerre commencée des décennies plus tôt avec la révolte ionienne et conclut exactement là, par la libération définitive de ces cités. Et elle incarna surtout le moment où les Grecs cessèrent d'être un simple assemblage de cités apeurées pour devenir les protagonistes de la Méditerranée, de la pensée et de l'art. Aujourd'hui, lorsque nous évoquons la Grèce comme berceau de la civilisation occidentale, nous évoquons aussi, même sans le savoir, Mikal. Car c'est sur cette plage
face aux remparts en flammes et aux boucliers maculés de sueur, que l'histoire fit un pas vers ce que nous appelons la liberté. Et c'est là, dans le grondement de la mer Ionienne, que naquit non seulement une victoire, mais aussi le monde que nous appelons encore le nôtre.